séance, je crois. Je n'arrive plus à suivre tellement nous enchaînons les lundis. Non, 9e. 8e ou 9e, non, 9e. 10e déjà. 10 semaines que nous côtoyons à travers ce cycle de conférences. Formidable. Alors là, vraiment. Venir le 10e, c'est. Oui, ça prouve aussi que bon, cette série fonctionne. Alors, nous avons ici présente incarnant l'IHEST, donc l'Institut des hautes études pour la science et la technologie, les sciences et les technologies. Donc Sylvane Casademont, donc, qui est présente ici même, et qui incarne donc l'autre versant évidemment de notre collaboration, qui finalement, entre Paris 1, Panthéon-Sorbonne et l'IHEST, aboutit au fur et à mesure à des expériences vécues communes, mais qui sont également, je pense, plus que des expériences, éventuellement des occasions d'inspirer les étudiants pour les amener vers telle ou telle voie via leur activité artistique. Cette activité artistique, elle donne lieu, pour certains d'entre eux, la plupart d'entre eux, à une pratique artistique, mais il y a aussi, à travers ce positionnement artistique, les problématiques que les étudiants abordent, eh bien, il y a aussi un regard citoyen sur le monde, la société, et voire même, évidemment, tout ce qui constitue leur vie, et ce qui est aussi, à certains moments, constitue une entrave. Et donc on est très heureux aussi que cette interrelation perdure et se développe. Et dans ce cadre, chose quand même qui est assez commune peut-être chez les économistes ou mes collègues de Sciences Po, il peut arriver que dans un semestre on invite une personnalité politique ou un député ou un sénateur. Et bien là nous avons maintenant, grâce à la présence de Philippe Bollot aujourd'hui, eh bien la présence d'un député de la République, également donc porteur d'une dynamique qui est liée à l'écologie, en tout cas au développement durable, et qui, dans le cadre de la 7e circonscription du Maine-et-Loire, est actif et développe des propositions de loi et des rapports qui vont peut-être impacter sur nos comportements, en tout cas les comportements des entreprises également, je crois, par rapport aux matériaux qui sont aujourd'hui le plastique, mais je crois que l'eau aussi vous a pris dans des réflexions très, très importantes. Enfin, bref, il y a énormément de sujets qui sont aujourd'hui à prendre à bras-le-corps, et donc c'est peut-être l'occasion pour nos étudiants de comprendre aussi ce qu'est le métier du parlementaire et comment, à travers votre action, vous arrivez à mettre en œuvre des perspectives pour la société par un travail de fourmi à certains moments qui est évidemment la proposition qui est issue aussi, on l'a vu à travers, nous avons des collègues en mathématiques qui nous montrent comment aussi fonctionne l'Assemblée européenne. Il y a une émanation de toutes sortes de demandes qui proviennent de différents champs, et donc ces demandes, elles convergent à certains moments et elles sont le fruit d'analyses, de réflexions sur tel ou tel problème. Et donc vous avez la responsabilité de faire le tri dans tout ça et de proposer, j'imagine, des solutions qui sont viables pour la suite. Voilà, en tout cas, merci donc Philippe Bollot d'être présent parmi nous aujourd'hui, de nous parler de ce sujet qui a déjà été évoqué par une de nos collègues de l'IHEST il y a 2 séances, mais pas sous l'angle justement du travail parlementaire et de la relation à la quotidienneté. On était plus dans un rapport à la chimie, un rapport aux matériaux. Donc là, c'est aussi un autre angle de vue sur le plastique que nos étudiants vont aujourd'hui découvrir. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je prends celui-là plutôt. Ouais, peut-être celui-là. Hop. Et il fonctionne, il faut que je décroche. C'est bon, vous m'entendez? Alors, on va peut-être décrocher celui-là, on va être un peu derrière, on va décrocher celui-là. Très bien comme ça. Alors, bonsoir à toutes et à tous. C'est avec grand plaisir que je me retrouve ici. Merci à Yann Thomas pour son invitation. Je vais faire tourner le rapport. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, à la fin, vous verrez que je vous mettrai un lien. Vous pourrez scanner à l'écran et
Vous aurez directement le rapport au téléchargement sur vos smartphones avec cette fonctionnalité que je vous proposais tout à l'heure. Donc vous l'avez compris, je suis Philippe Bollot, député de la 7e circonscription de Maine-et-Loire. C'est la ville d'Angers. Et j'ai travaillé sur ce sujet. Et voilà, et comme j'ai été trop long, il faut que je remette le mot de passe. Alors 2 secondes. Voilà, et j'ai eu la chance de travailler sur ce sujet de la pollution plastique. Je vous redirai tout à l'heure pourquoi j'ai été amené à travailler sur ce sujet-là. Et c'est avec plaisir que j'aimerais en parler avec vous ce soir, vous dire d'où vient ce travail, à quoi il a mené, et d'échanger avec vous librement sur tous les sujets qui seront les vôtres, en prenant d'abord un petit temps de présentation qu'on va estimer compris entre 20 et 30 minutes. Voilà. Alors allons-y pour ce sujet-là. Alors pourquoi je suis avec vous ce soir pour parler de la pollution plastique? On peut trouver ça étrange qu'un député s'occupe de ce sujet-là. Vous connaissez les députés par rapport à ce que vous envoyez à la télévision, sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la meilleure image qu'on vous en donne. Eh bien, vous savez qu'on est là pour voter les lois, on est là pour évaluer les lois. Alors moi, je vais vous donner ma vision de la fonction du député, qui pourrait être différente chez un autre député. Moi, je suis ingénieur de formation, donc je vais avoir une vision qui va être plus forte sur l'évaluation des lois que sur leur vote, ce qui pourrait être différent pour un député qui serait avocat, par exemple. Donc on les vote, mais ça sert à quoi de voter quelque chose si à un moment donné on n'est pas en capacité de voir les effets que ça a produit. Donc notre travail est aussi de vérifier les effets que ça produit, qu'ils soient bien conformes à l'idée qu'on s'en est fait, et que si jamais ça ne va pas dans le bon sens, qu'on puisse corriger tout ça. Donc c'est ça la fonction d'évaluation des lois par le député. Et puis l'Assemblée nationale, vous imaginez ce que c'est, le Sénat voisin, vous imaginez aussi ce que c'est, et il y a aussi un certain nombre d'instances dans lesquelles nous travaillons. Et il y a une instance qui est particulièrement intéressante, les autres aussi, mais j'y siège, donc c'est pour ça que j'en fais la promotion, c'est l'OPEX. L'OPEX, c'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui réunit 18 sénateurs et 18 députés. Donc nous sommes 36 sur un total de 900 parlementaires. Donc les places sont chères. Qui siègent à l'OPEX, souvent des scientifiques. Et que faisons-nous là, dans cet office-là? Eh bien, nous travaillons sur des sujets scientifiques et technologiques émergents pour les défricher, les expliquer et en faire des synthèses à nos collègues pour que lorsque ces sujets-là arrivent au débat, eh bien, tout le monde ait un minimum d'informations pour pouvoir participer à ces débats-là et voter. Et c'est ce qui s'est produit en juillet 2019. Le président de la commission du développement durable du Sénat avait écrit à Cédric Villani en lui disant qu'il aurait aimé que l'OPEX s'intéresse à la pollution des mers par les plastiques. C'était suite à cette demande avait été faite suite à un travail réalisé par la sénatrice Angèle Préville. Donc Cédric Villani à ce moment-là a fait un appel à candidature auprès des députés pour savoir ceux qui aimeraient, parce qu'on travaille à 2 sur chaque rapport à l'OPEX, à l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, c'est un binôme. Et donc il appelait un député pour travailler sur ce sujet-là, j'ai été candidat, j'ai été retenu, et depuis je travaille avec passion sur ce sujet-là, donc on est en juillet 2019. Cette mission, qui s'appelle Mission sur la pollution plastique, nous l'avons commencé en septembre, le 11 septembre 2019, pour terminer remettre le rapport et le faire valider par nos collègues en décembre 2020. Et depuis, eh bien, comme je le fais avec vous ce soir, je participe à des conférences dans des établissements scolaires. Donc, l'université, c'est la première fois ce soir. Jusqu'alors, c'était des CM2 aux écoles d'ingénieurs. Je rencontre des entreprises pour traiter de ce sujet-là. Je participe à des colloques à la Cité des Sciences, organisés par l'ADEME, Citéo. Voilà, donc nous faisons valoir ce travail-là. Et nous avons eu la chance d'avoir un documentaire qui a été tourné par la réalisatrice Dorothée Adam, qui fait référence à notre rapport. Il n'est pas centré sur le rapport, mais il y fait référence. Et ça, c'est des outils qui aident, parce qu'après, si vous voulez, pour parler de ce sujet-là, on a aussi aujourd'hui un support de documentaire de 52 minutes qui balaye le sujet, et c'est très important. Donc, ce rapport, voilà l'essentiel de ce que je peux vous en dire. Et maintenant, je vais vous présenter les grandes lignes de ce document que je vous proposerai de télécharger, si vous le souhaitez, au travers d'un lien en fin de présentation. Ce que je peux vous dire également, c'est que vous allez voir que tout l'ensemble de mes présentations sont faites par ce type de dessin, c'est-à-dire que pour faire ce rapport-là, à la fin, c'était un rapport qui faisait entre 200 et 300 pages, avec une quantité d'informations incroyables, et on s'est dit, mais comment on va le faire connaître? Donc on faisait une synthèse de 10 pages, ça c'était notre travail, mais je voulais aller au-delà, et aller au-delà, c'était faire travailler quelqu'un qui nous en fasse une synthèse graphique. Et donc c'est Olivier Sanson, vous avez la signature, qui est un dessinateur,
qui anime des colloques, des conférences et qui en direct fait des dessins, que j'avais contacté, qui avait plaisir à travailler avec nous pour faire la synthèse du document. Donc vous allez voir l'ensemble des dessins qu'il a produits, et c'est là-dessus que je vais m'appuyer pour vous faire la présentation des grandes lignes de ce document. Alors, déjà, pourquoi parlons-nous de pollution plastique? Eh bien, parce que aujourd'hui, vous avez tous en tête deux images qui vous font référence à la pollution plastique. C'est-à-dire, si je prenais le temps de faire un sondage en disant la pollution plastique, c'est quoi et comment la voit-on, je suis à peu près certain que parmi les idées que vous mettriez en avant, il y en a deux qui sont le 7e continent plastique et une tortue qui va être emprisonnée dans un filet de pêche ou dans des sacs plastiques, donc un mammifère marin, la tortue n'étant pas un mammifère bien entendu, mais un mammifère marin ou de la famille des tortues, des animaux marins, on va dire, qui sont victimes de cette pollution-là. Oui, c'est de là que tout part, mais vous allez voir que c'est quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus complexe. Alors, pourquoi en est-on arrivé là? Bien parce qu'on est face à un matériau, le plastique, qui a explosé ces 52 dernières années, depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, une explosion de ce matériau qui est devenu le troisième le plus utilisé au monde, après l'acier et le ciment, si je ne me trompe pas, et qui est fait l'objet de... Enfin, notre vie quotidienne est entourée de plastique. Si on regarde cette salle, vos ordinateurs sont en partie constitués de plastique, les verres de vos lunettes sont du plastique, et ainsi de suite. C'est-à-dire que là, si on commençait à regarder, on en verrait partout. Et pourquoi il a progressé comme ça dans notre société? Pourquoi il a envahi nos usages quotidiens? Eh bien, parce que c'était quelque chose qui pouvait être produit avec un prix peu cher, avec des ressources qui à l'époque étaient abondantes. C'est le pétrole. N'oubliez pas qu'on fait le plastique à la base de pétrole et qu'on pouvait, à partir de là, faire des objets qui étaient rigides, colorés, pas chers, résistants, légers. Donc il combinait toute une série de fonctionnalités qui faisaient qu'il avait forcément devant lui un avenir radieux. Et c'est bien ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il a envahi nos vies quotidiennes. Et ayant envahi nos vies quotidiennes, il est devenu un matériau omniprésent. Et les objets que nous utilisons quotidiennement arrivent à un moment donné, en fin de vie, se retrouvent dans nos poubelles, dans le meilleur des cas, lorsqu'on est en France, mais dans d'autres pays, ne se retrouvent pas dans les poubelles, se retrouvent dans la nature. Donc à un moment donné, ces objets plastiques ont envahi l'environnement et commencé à provoquer ce sujet de la pollution plastique que je vous décrirai un peu plus finement tout à l'heure. Donc voilà la raison pour laquelle, dans les années 50, chaque terrien consommait par an 2 kg de plastique. Enfin, on produisait pour les besoins de chaque terrien 2 kg de plastique. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 80 kg et ce chiffre-là va encore augmenter si rien n'est fait dans les années à venir. Voilà les premiers grands éléments que je peux vous donner. Ensuite, le plastique, il est important de vous rappeler ce que c'est. C'est donc des polymères. Donc le polymère dans le domaine de la chimie, des molécules très longues, des macromolécules qui confèrent au plastique ses propriétés physiques et chimiques. Mais en lui ajoutant des plastifiants et des additifs, on fait tous les polymères que vous connaissez, les polyéthylène terephthalate, le PVC des tuyaux des canalisations d'eau usée par exemple, le polystyrène des pots de yaourt, le polypropylène que vous avez dans les barquettes de produits agroalimentaires. Vous voyez tout le polyéthylène basse densité des films plastiques. Donc voilà, tout ça, c'est cette diversité. C'est les chimistes qui ont inventé toutes ces choses-là. Et puis, parmi tout ça, il faut bien distinguer deux catégories. C'est-à-dire que moi, je viens ce soir pas pour vous dire le plastique, c'est mauvais. Il y a des plastiques dont on ne pourra pas se passer. Dans la salle dans laquelle nous sommes, les lumières qui sont là fonctionnent avec du courant. Et ce courant, c'est des câbles électriques qui sont isolés dans du plastique. Donc ça veut dire qu'on n'a plus de plastique, on n'a plus d'électricité dans nos bâtiments. Dire qu'on n'a plus de plastique, on n'a plus de vêtements. La plupart de nos vêtements, les élastiques de nos chaussettes, etc., sont en plastique. Donc c'est aussi toutes ces choses-là qu'il faut bien voir. Donc je ne suis pas là pour vous dire que le plastique et tous les plastiques sont mauvais. Je suis là pour vous dire que certains usages et certains types de plastique sont à revoir. Et notamment, en vous disant ça, je fais référence à quelque chose qui figure sur ce dessin-là, qui est les plastiques à usage unique. On aura forcément l'occasion d'y revenir. Et puis, parler de plastique, quand on vous dit qu'ils sont dans l'environnement, c'est peut-être aussi se poser la question de la biodégradabilité, parce qu'il y a d'autres matériaux. Une feuille de papier A4 que vous oubliez dans la nature, vous revenez un an après, vous êtes incapable de la retrouver.
la même feuille en polyéthylène basse densité, vous la retrouverez parce qu'elle n'est pas biodégradable. Ça, c'est la chimie de la molécule qui fait que c'est pas biodégradable. Pourquoi? C'est très simple. Pour être biodégradable, il faut que vous ayez les micro-organismes. Décidément, ça va, j'étais rapide. Les micro-organismes du sol, les micro-organismes qu'on va retrouver dans les forêts, dans les eaux, etc. La biodégradabilité, c'est qu'elles vont consommer le matériau, le plastique. Mais on consomme quelque chose qu'on a un intérêt. En gros, c'est un sujet énergétique, c'est-à-dire que la bactérie va pouvoir consommer la molécule si elle va retirer de l'énergie pour vivre. Et dans le cas du plastique, ça n'existe pas. C'est certains types de bactéries, certains types de champignons. Voilà la raison pour laquelle ce n'est pas biodégradable. Et si je rentre trop dans les détails scientifiques, n'hésitez pas à me le dire. Alors, c'est quoi ce sujet de la pollution plastique? Eh bien, vous l'avez compris, c'est-à-dire que nous avons des plastiques à usage unique, à durée de vie courte, non recyclables, et qui sont associés à des comportements de nomadisme de l'être humain. C'est par exemple la consommation alimentaire à l'extérieur. Et puis, parmi les humains, il y en a qui ont des bons comportements, d'autres qui ont des mauvais comportements. Et puis, vous avez des pays où il y a des infrastructures de traitement des déchets, d'autres où il n'y en a pas. Et forcément, à un moment donné, dans tout ça, dans tous ces paramètres-là, vous vous retrouvez avec des objets plastiques qui se retrouvent dans la nature. Eh bien, quand ils se retrouvent dans la nature, ça fait ce qu'on appelle la pollution par les macroplastiques, que vous avez tous vu. Et tout à l'heure, quand je vous parlais du continent plastique, je voudrais vous dire à ce stade-là que ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très utile. C'est-à-dire que moi, essayant de travailler, d'impliquer les gens sur la lutte contre la pollution plastique, quand on parle du 7e continent plastique, je suis content parce que ça choque. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont venir écouter et qui vont dire on va agir. Mais dans la réalité, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si on prend un bateau et qu'on fait le tour des océans, jamais on ne tombera sur le 7e continent plastique. En revanche, on passera sur des zones qui s'appellent les gyres, où on va avoir une surconcentration de plastique. De macro, pas tant que ça, mais de micro et de nano-particules de plastique. C'est ça, les 7e continents. Et la Méditerranée n'est pas classée comme étant un 7e continent, mais elle est quasiment en termes de concentration des objets plastiques dans les eaux de la Méditerranée. Donc vous avez ces macro-déchets qui existent, et puis à la faveur de forces mécaniques, le vent, les marées, qui vont balader un objet que lorsqu'il va être dans la mer, du rayonnement ultraviolet, des phénomènes d'oxydoréduction avec l'eau et l'oxygène, eh bien les couches supérieures de ces objets en plastique commencent à se dégrader et à faire des objets plus petits qui vont être des micro-déchets, voire des nano-particules. C'est tout ce que vous avez qui est schématisé là, c'est-à-dire que de macro-déchets, une bouteille, cette bouteille-là, si je l'abandonne dans la nature, dans 10 ans, elle sera un peu altérée, elle aura donné des petites particules, et parfois même des nanoparticules. Donc, tout ça est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, parce que le problème, c'est que lorsqu'on arrive sur des nanoparticules, on ne les voit plus à l'œil nu. Même les microplastiques c'est une pollution insidieuse, comme on l'avait qualifié dans notre rapport, voire invisible pour les nanoplastiques, et c'est là où le problème commence à devenir vraiment dramatique. C'est-à-dire qu'on ne voit plus la pollution, elle est partout, je vous montrerai tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle est dans tous les milieux, dans tous les organismes, et donc elle commence à poser un certain nombre de difficultés. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le plastique, c'est pas uniquement le polymère, c'est le polymère plus les plastifiants, plus les additifs. Et dans ces plastifiants et additifs, on a des molécules qui parfois peuvent être, on y reviendra sans doute au travers de vos questions ou de la suite de la présentation, des perturbateurs endocriniens, des molécules peu sympathiques pour la santé humaine. Et puis aussi, il faut savoir que ces microplastiques, les macros aussi, deviennent aussi des radeaux. Lorsqu'ils sont présents dans la mer, des bactéries les colonisent et puis peuvent... C'est ainsi que suite au tsunami au Japon, en 2011, eh bien, il y a eu une grande quantité d'objets plastiques qui ont été évacués en mer suite au retrait des eaux après le retrait du tsunami. Et on a retrouvé certains objets aux États-Unis, sur la côte ouest des États-Unis. Et sur ces plastiques-là, il y avait des bactéries qui n'étaient pas du tout connues aux États-Unis et qui pouvaient contaminer les poissons locaux, etc. Donc vous voyez, c'est aussi ce sujet-là qui est loin d'être négligeable, c'est-à-dire que c'est des radeaux qui peuvent permettre la diffusion de maladies ou au moins de problèmes en lien avec la biodiversité. Donc voilà, c'est ça, les grandes lignes de la pollution plastique. Donc vous voyez, on n'est pas uniquement, même s'il ne faut pas la négliger, c'est-à-dire que mon 7e continent, je vous l'ai expliqué, n'existe pas, mais il permet d'entraîner les gens
en disant je veux m'occuper de ce sujet-là, et puis ma tortue avec sa paille dans la narine, c'est une réalité, mais la pollution plastique c'est bien plus vaste et bien plus important que tout cela. Avec des conséquences notamment sur la santé humaine. On y reviendra un peu plus tard. Alors quand je vous ai dit que c'était partout, oui c'est ça, c'est une menace pour toute la planète. C'est-à-dire que les macrodéchets visibles sur des plages, vous en avez tous vu, visibles, vous avez tous vu ces images de zones totalement polluées par des macrodéchets, qui, comme je vous l'ai expliqué, vont devenir des micros puis des nanos. Et après tout ça, ça suit le cycle de l'eau, et c'est-à-dire qu'on va retrouver des micros et des nanoparticules de plastique sur l'ensemble de la planète. Ça va du fond des fosses océaniques. Là, ça peut paraître logique, parce que ma bouteille, que j'aurais malheureusement oubliée, qui va tomber dans la Seine, parce qu'il va se mettre à pleuvoir, de la Seine va rejoindre l'océan, puis va couler au fond de l'océan, peut rejoindre une fosse océanique. Là, ça peut paraître assez logique. On en retrouve aussi sur l'Himalaya, on en retrouve dans les lacs d'altitude des Alpes, on en retrouve dans les sols, on en retrouve dans les cours d'eau, on en retrouve, il n'y a pas sur les pôles, il n'y a pas un milieu sur la planète qui n'est épargné. Donc tout ça, vous voyez, commence à poser un certain nombre de difficultés et de questions. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à ce stade-là? C'est qu'il y a évidemment un impact économique à tout cela. Alors on peut penser à la dépréciation des fréquentations touristiques des plages qui sont polluées par le plastique, des touristes qui ne viennent plus parce qu'il n'y a plus l'attrait esthétique de la plage telle qu'il imaginait, qui est devenue totalement polluée. Ça peut être aussi des pertes économiques parce qu'il y a une perte de biodiversité et par exemple la pêche ne va plus retrouver le même nombre d'espèces de poissons à pêcher. Et puis ça peut être aussi évidemment des impacts sur la santé humaine. Je vous l'ai dit, récemment les recherches scientifiques ont montré que le plastique on le retrouvait dans le placenta des mamans, dans le lait des mamans, on le retrouvait dans le sang humain, on le retrouve dans l'estomac, on le retrouve dans tous les compartiments du corps humain. Alors si c'est uniquement alors c'est le fameux 5, vous avez dû voir ce chiffre-là, des 5 grammes de plastique qu'on consommerait par mois, me semble-t-il, par an, je ne sais, par semaine. Ce chiffre-là, il n'a jamais été démontré scientifiquement. En tout cas, là aussi, il choque. Et comme il choque, il interpelle. Donc c'est aussi pour ça qu'il est intéressant de le conserver, même si scientifiquement, il n'est pas vraiment avéré. En tout cas, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est des particules qu'on peut respirer, qui vont se retrouver dans nos poumons, dont on ne sait pas si la géométrie va à un moment donné altérer ou pas les cellules. Et puis aussi, quelque chose qui est moins connu, mais qui est assez intéressant et qui m'a permis de faire le lien, ce rapport à l'OPEX, j'en ai fait d'autres à l'OPEX, et notamment j'en ai fait un dernièrement sur le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, c'est quoi? Une petite parenthèse, c'est les colonies de micro-organismes que nous avons dans le système digestif et qui fondent notre santé. Je m'explique, c'est-à-dire que nous avons tous 2 kilos, à peu près, entre 1 et 2 kilos, de bactéries, de virus, de champignons, de phages, de protés dans le système digestif, qui interagissent entre eux autour d'une guerre sans pitié et permanente pour faire des équilibres, ces équilibres qui sont favorables à la santé ou défavorables. Et tout ça est évidemment sous l'influence de notre alimentation. Et sachez que 40% de la formulation sanguine, quand on fait une prise de sang, est issue du métabolisme des bactéries que vous hébergez dans votre système intestinal. Et des chercheurs de l'INRAE ont montré que les microplastiques que nous pouvons ingérer par l'alimentation sont des supports de colonisation de certaines bactéries. Ce qu'ils n'ont pas encore totalement démontré, c'est que ce sont les mauvaises bactéries qui vont coloniser ces particules plastiques. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'on consomme des fibres végétales, d'où le fameux slogan de manger 5 fruits et légumes par jour, et bien là, ce sont des supports de colonisation des bonnes bactéries. Et donc cet équilibre, qui peut être donc influencé, vous l'avez compris, par la pollution plastique, peut altérer notre santé. Et les maladies en lien avec le microbiote intestinal sont des maladies métaboliques, l'obésité, le diabète, et même parfois des traitements contre le cancer qui ne fonctionnent pas chez certaines personnes car elles n'ont pas les bonnes communautés bactériennes. Donc la pollution plastique, vous voyez aussi, vient se nicher jusque-là pour expliquer très facilement, lorsque les travaux auront avancé, des liens directs sur notre santé. Il y a ça, donc là on est vraiment sur la molécule plastique, la capacité qu'elle a à être colonisée par des bactéries dans notre système digestif. Et puis il y a aussi les fameux perturbateurs endocriniens, les plastifiants et les additifs. Donc certains noms, vous les connaissez, quand je vais vous dire phtalate, quand je vais vous dire biphénol, vous savez qu'on est en face de perturbateurs endocriniens et qui sont associés à ces plastiques-là. Donc là, un autre vrai sujet de santé publique. Donc
en vous ayant dit tout ça, vous avez compris d'où ça venait, que c'était partout, et que donc il va falloir commencer à s'en préoccuper sérieusement. Alors, s'en préoccuper sérieusement, c'est justement essayer d'avoir une prise de conscience du sujet. Alors, qui peut prendre conscience du sujet? Moi, j'ai tendance à dire, c'est vous et nous tous, mais pour ça, faut-il avoir les bons renseignements. J'en reviens à mon idée sur le 7e continent, uniquement les animaux marins qui seraient perturbés. Voilà, non, vous avez compris, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et donc la prise de conscience des citoyens, elle se fait par des informations qui sont également portées par les associations, les ONG. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, qui est là, au centre de la diapo, la mobilisation des associations, qui sont des lanceurs d'alerte, de plaidoyer, qui sont là pour faire connaître le sujet à l'ensemble à tous ceux qu'on peut être amené à fréquenter, ou à l'ensemble de l'humanité. Ensuite, vous avez les collectivités territoriales qui sont concernées, évidemment la recherche, j'y reviendrai tout à l'heure, les entreprises, mais là les entreprises, attention, entre les bonnes actions et le greenwashing, si on avait le temps, je pourrais vous montrer des allégations commerciales dont on peut démontrer assez rapidement qu'elles vous disent qu'on va permettre de faire des économies de plastique et que finalement ce n'est pas le cas. Et puis les conventions internationales, j'en reparlerai en fin de présentation, parce que j'avais décidé d'agir très spécifiquement sur ce sujet-là, suite à ce rapport-là. Donc une prise de conscience générale, vous l'avez compris, vos collectivités territoriales, votre commune, votre intercommunalité, votre département, votre région, votre pays, les entreprises auprès desquelles vous achetez des produits de consommation courante, les chercheurs, les associations auxquelles vous adhérez, peut-être tout le monde. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, avec des avancées qui sont plus ou moins importantes. Donc voilà le constat. Ça fait déjà 20 minutes, je ne me rends pas compte que je suis très bavard. Ensuite, que peut-on faire? Mais que peut-on faire? C'est déjà ce qu'on est en train de faire un peu ce soir. J'imagine que parmi vous, il y en avait qui connaissaient très bien le sujet de la pollution plastique, d'autres qui sont venus parce qu'ils connaissaient un peu moins. Donc la première chose, c'est sensibiliser, éduquer, impliquer les citoyens. Ça se fait évidemment par l'école, mais l'école n'a pas pour tout lui demander. Parce que l'école, on lui demande aujourd'hui, on voudrait changer les programmes pour que les jeunes soient plus informés sur le changement climatique. On voudrait changer les programmes pour qu'ils se nourrissent mieux, qu'ils soient en meilleure santé. On voudrait changer les programmes pour qu'ils harcèlent moins leurs petits camarades. Moi, je voudrais changer les programmes pour qu'ils luttent contre la pollution plastique. À un moment donné, l'école, elle ne pourra pas faire tout ça, parce qu'on regrette aussi aujourd'hui que les enfants qui sortent de l'école, certains, savent moins bien lire et moins bien compter qu'auparavant. Donc l'école, oui, mais dans un équilibre à trouver, et on peut en discuter si vous voulez, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi dans cette dimension-là. Et quand je dis l'école, c'est évidemment de la plus petite classe jusqu'à vos niveaux d'études supérieurs. En tout cas, c'est quelque chose de très important, sensibiliser. Et ce qu'on dit avec la sénatrice, c'est que ça doit être à tous les âges de la vie. Parce que quand je dis l'école comme ça, je ne résumais pas ma vision à la chose suivante. C'est-à-dire que si jamais on n'a pas eu la chance d'avoir été informé, sensibilisé et éclairé sur ce sujet-là dans les plus jeunes classes, ça serait fini. Et donc finalement que ceux qui ont aujourd'hui... le plastique est apparu dans les années 50, il devient un vrai problème depuis les années 90. Donc celui qui a 60 ans dans les années 90, à la limite, on pourrait dire mais c'est trop tard. Non, lui aussi est concerné, parce qu'à un moment donné, on est tous des consommateurs, tous des utilisateurs de ces objets plastiques. Il faut bien comprendre les conséquences qu'ont nos actes de consommation et de gestion de nos déchets. Ensuite, évidemment, il faut réduire la pollution plastique, ça va de soi. Alors là, je pourrais vous présenter cette chose-là avec la théorie des 3 R, la théorie de l'économie circulaire, que vous connaissez très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va aller prélever des ressources dont on sait que certaines vont être rares et vont nous manquer, pour transformer ça immédiatement en objets qui très rapidement vont revenir des déchets. Donc si je veux forcer le trait, je vais chercher des ressources, du lithium, du pétrole, des choses qui sont plus ou moins rares, pour en faire immédiatement des déchets qui nous envahissent, donc on ne sait pas quoi faire. Donc là, il y a vraiment un sujet là-dessus. Et le principe de l'économie circulaire, c'est que je peux prendre des ressources, mais au lieu d'en faire un déchet, je vais en faire une ressource elle-même, et par le recyclage, par le réemploi, par la réutilisation, je vais pouvoir refaire circuler ces objets-là pour que leur durée de vie soit la plus longue. Et depuis, à plusieurs reprises depuis le début, je vous ai parlé de cette durée de vie. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est essentiel. C'est-à-dire que la pollution plastique est aussi liée au fait qu'on a des objets qui sont de durée de vie très courte. Il n'y a rien de plus choquant, je trouve,
Si vous avez eu l'expérience d'aller faire votre marché au mois de mai, juin, un samedi matin et acheter des fraises sur un marché que le commerçant vous le donne dans une barquette plastique, vous déclenchez un chrono au moment où vous achetez les fraises, quelques heures après, la barquette en question elle est déjà dans la poubelle, donc elle aura servi que quelques heures. Donc là, tous les sujets du réemploi, de la consigne, de retourner l'emballage chez le commerçant, qui vous le remet avec des produits ou qui, si c'est consigné, vous redonne une petite somme d'argent, tous ces sujets-là sont vraiment des sujets très importants. Donc cette économie circulaire, vous l'avez compris, c'est 3 R. Le R de réduire, le R de réemployer, de réutiliser, de réparer, et le R de recycler. Et lorsqu'on est dans cette logique-là, dans une logique d'économie circulaire qui nous permet de réduire la charge de pollution plastique. Je vais m'arrêter là parce qu'après il y a vraiment des considérations un peu plus technologiques en la matière, mais on aura l'occasion d'en reparler si vous le souhaitez. Ensuite, la pollution plastique, vous l'avez compris, c'est des fuites. C'est-à-dire qu'en gros, si chaque objet fabriqué en plastique qui était vendu à un consommateur se retrouvait dans la bonne poubelle, même au-delà de l'économie circulaire, et était bien traité, on ne serait pas là pour en parler. C'est-à-dire qu'il n'y aurait aucun objet plastique dans la nature. Le problème, c'est les objets plastiques dans la nature. Et ces fuites-là, elles apparaissent à de nombreux moments. Je m'explique. Tout au long de la chaîne du cycle de vie du plastique, les fuites existent. Pour faire des objets en plastique, il faut avoir des granulés de polymère vierge. Ça, c'est les plasturgistes, les industries de la pétrochimie qui vous produisent ça. Ce sont des petits granulés qui font... vous avez dû en voir, il faudrait que j'arrive à m'en procurer pour venir avec lorsque je parle. Des petites billes d'1 millimètre, qui peuvent être grises, bleues, vertes, translucides, etc., qui sont la base de ce qui va servir à faire une bouteille, faire une coque de téléphone portable, faire tous les objets plastiques, une brosse à dents, tout ce que vous pouvez imaginer en plastique. Eh bien, quand ils sont fabriqués dans leurs usines, après, il faut les transporter vers les plasturgistes. Eh bien là, il y a des fuites. Il y a des camions qui tombent sur la route. Il y a des porte-containers de granulés qui sont fabriqués en Asie, qui tombent à l'eau, lors de tempêtes. Et tous ces granulés-là, c'est ce qu'on appelle les fameuses larmes de sirène que vous retrouvez sur les plages, c'est le premier niveau de fuite. Ensuite, à l'autre bout de la chaîne, vous avez la fuite de cet objet-là que je pourrais, si j'étais... mais je ne le ferai jamais, rassurez-vous, je pourrais jeter dans la rue en sortant d'ici. Et là, voilà, ça c'est une autre fuite, c'est l'objet abandonné par son utilisateur dans son environnement, qui peut être un environnement urbain et un environnement naturel. C'est pas mieux quand c'est un environnement urbain, parce que ça terminera dans le réseau et dans l'eau de la même façon que si je suis dans la nature. Et puis entre les deux, il y a encore toutes sortes de fuites, dont je vais vous donner certains exemples. Il y a les fuites d'usure, 2 exemples. Des fuites d'usure, c'est les vêtements. Sachez que beaucoup de nos vêtements sont fabriqués en polymère, tous les vêtements synthétiques, et que chaque fois que vous faites un cycle de lavage dans une machine à laver, vous perdez une quantité incroyable de microplastiques qui vont directement dans l'eau, qui se retrouvent dans la station d'épuration, dans les bouts de la station d'épuration, qui sont répandus sur les sols agricoles, qui vont rejoindre la rivière, qui vont rejoindre le fleuve, qui vont rejoindre l'océan. Donc aujourd'hui, Tara Océan et toutes sortes de bonnes volontés qui vont faire des prélèvements en mer, quand on regarde ce qu'on y trouve, c'est très fréquemment et dans une proportion loin d'être négligeable l'usure des vêtements, l'usure de nos vêtements. Et puis c'est aussi l'usure de nos pneumatiques. Ça c'est facile à voir. Quand vous achetez, ceux qui ont un véhicule et qui il y a quelques années ont dû changer les pneumatiques à plusieurs reprises. La prochaine fois, faites l'expérience de demander à votre concessionnaire de peser, celui qui va vous changer les pneus ou vous-même, de peser le pneumatique au moment où il vous le pose, et puis de vous le peser à la fin quand vous allez devoir le changer. Vous allez voir que vous avez perdu entre 2 et 3 kilos de poids. Donc ce poids-là, c'est l'abrasion, c'est toute la matière qui est partie sur les routes, et donc ça c'est une autre source de pollution, d'usure. Donc vous l'avez compris, dès l'amont, les granulés, dès l'aval, en aval, les objets qu'on peut laisser partir dans la nature, et tout au long de ce cycle-là, tous les phénomènes d'usure, etc., qui sont des sources de pollution. Et il y en a une qui moi, alors ça peut être aussi, c'est terrible ça m'avait, il faut que je vous parle de ce sujet-là, de cette anecdote-là. Vous savez que les terrains de foot, les terrains de sport, pourquoi je dis foot? Parce que si ça stigmatise un sport plutôt qu'un autre, on peut faire plusieurs sports sur ces terrains-là. Les terrains de sport synthétiques utilisent des granulés, et qui sont souvent du recyclage de pneumatiques. Et ce rapport-là, on a eu la chance d'aller le présenter à New York lors
une conférence internationale sur la pollution plastique où les chercheurs français réfléchissaient avec les chercheurs américains et les organisateurs avaient voulu que les parlementaires des deux pays viennent expliquer ce qu'ils faisaient pour lutter contre la pollution plastique. Eh bien, figurez-vous qu'à la fin de la conférence, on avait été on était en face de l'île de Manhattan. Là, il y a toute une série de terrains synthétiques. Et en arrivant, j'avais l'impression qu'il y avait de la moisissure partout par terre, parce que c'était vert. Et en fait, en y regardant bien, c'est des microbilles de ces terrains qui étaient sortis des terrains. Et là, vous avez l'Hudson qui est là. Et tout était déversé dans l'Hudson, des petites billes vertes qui, quand je suis un poisson, j'imagine que je dois croire que ça doit être quelque chose de formidablement comestible. Et voilà, donc là, on se rend compte que là, un autre exemple de fuite dans l'environnement. Et puis surtout, celui qui, moi, je trouve est un des plus choquants, c'est les microplastiques ajoutés intentionnellement dans certains produits de consommation courante, que ce sont les produits cosmétiques et les produits ménagers. C'est-à-dire que ces petites billes sont introduites dans ces produits-là pour leur aspect astringent. Par exemple, pour une crème défoliante, vous voyez ce que je veux dire, pour ceux qui en utilisent, ou pour un produit de nettoyage, quand on va frotter, ben, ça va être abrasif, et du coup ça va permettre de nettoyer la surface qu'on veut nettoyer. Donc là, l'industriel va mettre des microplastiques, mais comme ce sont des produits rincés, c'est-à-dire qu'en gros c'est des produits que vous utilisez avec une éponge, lorsque vous avez utilisé, vous passez l'éponge au robinet, ces microbilles partent à nouveau dans le réseau d'eau potable, donc là on a un vrai sujet. Donc vous voyez la multiplicité des formes, voilà, c'est pas uniquement quand je jette ma bouteille plastique, c'est à tout moment, et c'est ce qui fait la complexité de ce sujet-là, qui n'est pas facile à appréhender, c'est pas une simple loi qui permet de trouver une solution. Vous imaginez bien toutes les difficultés qu'il y a à gérer tout ça. Et vous voyez sur le dessin, je ne vous en ai pas parlé, des objets de pêche directement perdus en mer, évidemment qu'il faut citer. Alors là, favoriser le réemploi, je vous en ai parlé tout à l'heure, on va aller très vite, c'est-à-dire que ça, c'est dans la logique d'économie circulaire, plutôt que d'avoir à chaque fois des contenants qu'on utilise une fois 10 minutes et qu'on va jeter, essayons d'avoir des politiques qui mettent en place des contenants qu'on va utiliser plusieurs fois, 3, 4, 5, 6 fois, et lorsqu'ils sont cassés, parce qu'on ne peut plus les réutiliser, qu'ils soient recyclables pour revenir, et donc avec la même quantité de ressources, le même kilogramme de ressources naturelles, parfois épuisables, eh bien vous pouvez avoir un objet qui va durer. Là je reviens sur cette notion de durée, vous pouvez l'avoir avec vous toute votre vie, et non pas 10 minutes, ce qui va vous nécessiter d'avoir autant de fois qu'il y a 10 minutes dans votre vie de cette ressource qui est épuisable. Donc ça, cette notion de temporalité, pour moi, est au cœur du sujet. Ensuite, le recyclage. Alors le recyclage, sachez qu'on va faire, dès le mois de janvier, la suite du rapport que je vous présente là, sur uniquement le recyclage. Donc on va aller regarder ça. Le recyclage n'est pas la solution ultime. C'est-à-dire que quand vous voyez, alors déjà le logo recyclage sur les emballages, méfiez-vous. Quand vous voyez les 3 flèches qui tournent, c'est le cercle de Moebius, hein. Ça ne veut pas dire que c'est recyclable. Ça veut dire que l'entreprise auprès de laquelle vous achetez ce produit-là verse une éco-contribution à un éco-organisme. Voilà ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que c'est recyclable. Et tout le monde croit que c'est recyclable. Et alors, justement, quand on voit, et même si c'était vertueux et qu'on savait que c'était parfaitement recyclable, puisque c'est recyclable, le consommateur se dit je peux en acheter, puisque c'est quelque chose de vertueux. Quand j'aurai fini, il va être recyclable. Non, parce que le recyclage n'est pas une solution à tout, parce que dans le cas des plastiques, la fameuse macromolécule dont je vous ai parlé tout à l'heure, chaque fois qu'on recycle, on la coupe. Donc elle était grande, elle devient 2 fois moins grande, 4 fois moins grande, etc. Et ses propriétés physiques et chimiques disparaissent parce qu'elle n'a plus la même configuration géométrique. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc c'est-à-dire que le recyclage des plastiques, au bout d'un moment, on arrive à une impasse, il faut toujours mettre de la matière vierge. Et ça veut dire qu'à un moment donné, le recyclage, pour moi, sur le sujet des plastiques, c'est un amortisseur temporel. Vous voyez, je reviens encore sur cette notion de temps, je ne m'étais pas rendu compte. On va en parler avec vous ce soir, c'est ce sujet du temps, c'est-à-dire que cette bouteille que je pourrais peut-être recycler 2 fois, eh bien la quantité de pétrole qu'il a fallu pour la fabriquer, je n'aurai à la reprendre que quand j'aurai eu les 2 utilisations, donc un peu plus tard. Mais il faudra toujours que je la reprenne. Donc le recyclage n'est pas la solution miracle, même s'il est un outil qu'il ne faut pas négliger. Alors aujourd'hui, on parle de recyclage chimique, pourquoi ? Parce que le recyclage mécanique, en gros, c'est je fonds cette bouteille-là pour refaire une bouteille. Et si j'en fais autre chose, ce n'est pas du recyclage. Ça, sachez et retenez bien ça. Et donc, comme parfois on ne peut pas recycler parce qu'il y a des superpositions de polymères, etc., aujourd'hui on a essayé d'inventer le recyclage chimique qui permet d'aller au-delà des contraintes du recyclage mécanique. On pourra en parler si vous le souhaitez. La recherche est évidemment quelque chose... Oui, je vous en prie, monsieur. Le recyclage mécanique, c'est une possibilité, ça peut aussi en parler beaucoup, parce qu'il faut
tout à fait. Il faut de l'énergie mécanique pour briser l'objet et de l'énergie thermique pour le fondre. On est bien d'accord. Donc voilà, il faut faire tout le bilan du recyclage. Ce qui fonctionne le mieux, c'est les bouteilles en PET. Pour tout le reste, c'est beaucoup moins évident. Et surtout que le recyclage, si c'est pour faire... il y avait un grand sujet sur les pots de yaourt en polystyrène. Leur recyclage qui ne peut être que chimique. Et aujourd'hui, on vous dit, mais on en fait des cintres ou des pots de fleurs. Mais ça, c'est pas du recyclage. On n'a pas fait avec un pot de yaourt, on a fait un pot de yaourt, un pot de fleurs ou un cintre. Donc, c'est vraiment un sujet qui mérite d'être regardé parce qu'il est beaucoup plus complexe qu'on imagine. Il induit le consommateur en erreur, en lui faisant croire que c'est vertueux, première chose. Et ensuite, il y a quand même des impasses. Et le recyclage, la résine recyclée, par rapport à ce que vous dites, comme elle y a mis un input énergétique, elle est plus chère que la résine vierge. Donc ça veut dire... Et puis quelle est la traçabilité d'une résine recyclée? C'est pas évident de tracer des granulés, parce qu'on peut aussi vous mentir, que ce soit pas pur. Et puis il y a aussi certaines utilisations des plastiques qui sont des plastiques alimentaires, où il faut qu'on soit certain de l'aptitude au contact alimentaire. Donc on ne peut pas prendre n'importe quoi. Donc il y a toutes sortes de freins dans le recyclage qu'il ne faut jamais oublier. Les recherches, c'est absolument indispensable. Les recherches sur la santé humaine, sur les microplastiques, l'impact que ça a sur la biodiversité. On a écouté les chercheurs qui nous montrent des choses un peu problématiques, avec des altérations de l'ADN de certains organismes marins, avec des pertes de... C'est-à-dire c'est de la fausse... un des problèmes les plus évidents des microplastiques et des nanoplastiques pour la biodiversité marine, c'est la fausse satiété. C'est-à-dire que les poissons s'en nourrissent, les organismes marins s'en nourrissent, que ce soit des poissons ou autres, ils croient qu'ils ont mangé, mais sauf qu'ils n'ont plus la disponibilité énergétique. Dans le pire des cas, en plus, ils absorbent des additifs et des plastifiants qui peuvent leur procurer d'autres problèmes. Et comme ils ont moins d'énergie, ils nagent moins, ils se nourrissent moins, ils se reproduisent moins. Et donc là, il y a aussi une vraie perte directement sur des choses qui apparaissent assez logiques. Et puis surtout, pour terminer avec la science, ne jamais oublier les sciences humaines et sociales. C'est-à-dire que la pollution plastique, ce n'est pas uniquement un sujet de chimistes, de physiciens, de plasturgistes. C'est aussi un problème d'économistes, de géographes, de sociologues, d'historiens, de toutes ces sciences-là, c'est absolument... Et même de ceux qui font de l'art plastique. Parce qu'à de nombreuses reprises, j'ai vu, que ce soit... vous allez à Lisbonne, vous allez à Saint-Malo, vous allez à la Villette, etc. Et à un moment donné, il y a des choses qui vous paraissent être des choses naturelles, une vague, une baleine, un massif fleuri. Et quand vous en approchez, ça a été fait avec des objets plastiques qui ont été récupérés et mis en forme. Là, on est vraiment dans l'art plastique qui montre à quel point le plastique peut même avoir une sorte d'effet de mimétisme. Voilà, et j'ai trouvé ça que c'était assez intéressant pour sensibiliser, pour être un peu avec vos disciplines. Et puis, un sujet, excusez-moi, qui est très important pour moi, c'est évaluer, contrôler l'application des lois. Je vous l'ai dit au début. C'est-à-dire que c'est notre job, quand on fait des lois sur la pollution plastique, de vérifier qu'elles sont bien appliquées. Sinon, on est dans l'impasse. Donc ça, c'est absolument indispensable. Et puis je terminerai sur promouvoir des actions à l'échelon international et européen. Tout est écrit ici, ce que vous avez dans le rapport. Et je vais vous donner l'exemple de ce que j'ai fait de ce rapport-là. Et c'est intéressant parce qu'on est quasiment à la date anniversaire. Vous allez voir. C'est-à-dire qu'on termine le rapport, et moi je fais le constat que finalement en France, on est outillé dans un arsenal législatif qui est loin d'être négligeable. Sauf qu'on a des ONG qui nous disent « vous ne faites rien ». On a des jeunes qui nous disent « vous ne faites rien ». Et puis, on a des industriels qui viennent nous voir et qui nous disent « c'est l'horreur ce que vous nous imposez ». Donc c'est-à-dire que moi je me rends compte qu'il y a des gens qui croient qu'on ne fait rien et d'autres qui nous disent que je leur pourris la vie au quotidien. Donc la vérité, elle est forcément au milieu de tout ça. Et la vérité, elle est que finalement, on a mis en place des choses, même si elles sont incomplètes, elles doivent être approfondies. Et que quand vous regardez chez les pays voisins, en Europe ou au-delà, vous vous rendez compte que tout le monde n'a pas le même arsenal législatif. Et donc je m'étais dit que finalement, une solution à la pollution plastique, c'est que l'humanité progresse. Et ainsi, il n'y avait plus des différences entre les humains d'un pays à l'autre, il n'y avait plus des différences entre les industries qui considèrent que le pays où il y a moins de contraintes, il y a une distorsion de concurrence. Et donc je me suis dit qu'il fallait que la France, via sa diplomatie, via son gouvernement, et bien, via son État, entraîne le plus grand nombre possible de pays pour faire comme elle. Et en même temps, il y avait deux pays, qui étaient le Pérou et le Rwanda, qui voulaient porter une initiative de traité international pour lutter contre la pollution plastique. Et tout ça s'est réuni. Et ce que j'ai fait, c'est une proposition de résolution. Une proposition de résolution, c'est pas
d'une proposition de loi. C'est un texte d'un article unique que vous pouvez retrouver sur notre site internet qui appelle à ce que l'État français agisse pour lutter contre la pollution plastique. Et il agisse auprès des autres pays, au niveau européen et au niveau international. Au niveau européen, qui disent qu'il faut qu'on protège mieux la Méditerranée. Au niveau international, qui disent qu'on fasse un GIEC de la pollution plastique et qu'on réunisse les chercheurs pour qu'ils puissent échanger leurs regards et qu'on fasse un traité international. Je vous le fais simple, mais c'est en gros les grands traits de ce qu'il y a dans cette résolution. Cette résolution, je l'ai déposée en octobre 2021. Et puis quand j'ai déposé, je me suis dit c'est idiot s'il y a écrit Philippe Bolo et qu'il se bat tout seul pour porter cette chose-là. Donc j'ai été voir chacun des groupes politiques de l'Assemblée nationale, on était 8 à l'époque. J'ai trouvé une entrée dans ces groupes-là, j'aurais dit écoute c'est simple, est-ce que tu m'autorises à parler à l'ensemble des députés de ton groupe ou est-ce que tu es mon ambassadeur, je te donne mon idée et tu la parles avec tes collègues. Donc toutes les configurations ont été prises et à la fin de ce cycle-là, sur les 8 groupes, il y en a 7 qui ont accepté de co-signer ma résolution. Donc on était 433 députés co-signataires de la résolution sur 577. Donc après quand on dit qu'on va aller défendre ça dans la séance publique, dans l'hémicycle, on sait qu'on va être un peu tranquille parce qu'on a 433 alliés sur 577. Puis on se dit que les 144 qui manquent, c'est pas des gens qui sont pour la pollution plastique, c'est des gens qui n'ont pas eu le temps de répondre ou ils n'ont pas vu passer l'info et que si ça se trouve ça aurait été plus. Et ça c'est là où c'est une date que je garderai à mon esprit, je vous l'assure, toute ma vie. C'était le 29 novembre 2021, donc on est aujourd'hui le 28. C'était il y a quasiment un an jour pour jour, et un an jour pour jour, je préparais mon intervention du lendemain. J'ai présenté cette résolution qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, et donc qui dit que la France doit agir auprès des pays européens et du monde entier pour lutter contre la pollution plastique. Et ce document-là a servi à la diplomatie française lors de la 5e session des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi. C'est pas que ça, c'est beaucoup d'autres choses, mais si elle a contribué pour que la France vote, pour qu'on ait un processus qui est en cours et qui est en train de se dérouler. Au moment où on parle en Uruguay, il y a des gens qui sont en train de travailler sur un traité international sur la pollution plastique. Donc ça a eu un effet, ça a contribué à avoir son effet. Voilà, donc ça c'est promouvoir de nouvelles actions à l'échelon européen et international, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et donc, je vous remercie pour votre attention. 40 minutes, j'ai fait le double de ce qui était prévu. Et si vous scannez ça, ça vous télécharge automatiquement le rapport si je me suis pas trop mal débrouillé. Enfin, sur Android, c'est comme ça. Sur Apple, j'en sais rien, je n'ai pas pu tester, mais sur Android, ça vous télécharge automatiquement le rapport et je vous remercie. Et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Philippe, merci beaucoup de cette présentation qui, évidemment, doit être dans tous les esprits des députés qui sont intéressés à ces questions-là maintenant. Enfin, j'imagine qu'ils doivent en parler aussi aux citoyens et que toutes ces entreprises qui finalement sont présentes dans le rapport ont aussi, j'imagine, intégré l'état d'esprit. Alors, c'est pas forcément évident, oui, c'est parce que je ne sais pas si vous avez regardé le rapport, un peu comme ça, en tout cas, si vous l'avez envisagé très très rapidement. Dans ce rapport, il y a donc des personnes qui ont été invitées à témoigner sur quelques questions, enfin, tu vas répondre à des questions, j'imagine, liées à ce domaine. Alors, comment ça se passe, un rapport comme de cette qualité, finalement, pour aboutir à une résolution? C'est assez simple, c'est-à-dire qu'on réalise ce qu'on appelle des auditions. Donc, à partir le 11 septembre 2019, on a réalisé les premières auditions. C'est avec les ONG. Donc, on avait fait venir... j'aurais pas dû dire qui on a fait venir. On le retrouve dans le rapport sur l'audition du 11 septembre. Enfin, tous ceux qui ont à un moment donné des choses à dire sur le sujet, ils étaient nombreux. C'est des tables rondes, on a discuté toute la journée avec eux. Pour l'anecdote, ça je l'oublierai jamais non plus, le soir on se dit allez on fait une photo, donc on avait Zero Waste Plastic, Surfrider, toutes ces associations qui sont pertinentes sur le sujet. On fait une photo, et sauf qu'on oublie qu'on avait tous ça devant nous. Et le moment venu, le soir, au moment où il fallait faire un peu de communication autour du lancement de cette mission-là, je me rends compte que la photo, on avait tous une bouteille plastique devant nous. Je m'en souviens parce que j'ai dû passer sur
Photoshop 3 heures, entre minuit et 3 heures du matin pour gommer chacune des bouteilles sans que ça se voit trop, parce que je ne suis pas un très grand expert de Photoshop. Ça, c'est pour l'anecdote. Donc on a commencé les auditions le 11 septembre 2019, on les a terminées en juin 2020, et sur cette période-là, on a vu 450 personnes. Donc il y a 450 personnes à qui on a parlé des sujets de chimie, de géographie, de sociologie, d'économie, à toutes les dimensions du plastique. Que ce soit la production, que ce soit la gestion des déchets, que ce soit les perturbateurs endocriniens, 450 personnes sur un temps qui est de 240 heures. C'est-à-dire que ces 450 personnes, on les a vues sur 10 jours consécutifs, si on aurait passé sans dormir. Donc ça veut dire que ça, c'est vraiment un travail approfondi. Et pourquoi on a réussi à faire ça? Il faut remercier la Covid-19, parce que sans ça, on n'aurait pas pu voir autant de personnes. Sur ce genre de rapport au Sénat, en général, et à l'Assemblée, c'est plutôt 80 personnes qu'on voit. Mais comme on s'est retrouvés confinés, et qu'on a dit qu'on voulait travailler, bon, il fallait qu'on commence à travailler. Donc on a dit on va recommencer le rapport. Et là, chaque fois qu'on a appelé des experts, des chercheurs, des chefs d'entreprise, qui vous voulez, ben, ils nous disaient, moi je peux vous prendre tout de suite, parce que tout le monde était confiné. Donc on a réussi à prendre des rendez-vous chaque jour quasiment. Et voilà pourquoi, de mars 2020 à juin 2020, de 8h de 9h à 19h, ben, on travaillait sur ce sujet-là, et ce qui nous a permis de voir 450 personnes, leur poser des questions et d'en faire la synthèse dans ce document. Alors, on voit par rapport à toutes ces personnes, il y a un choix, il y a tout le prisme de la société civile. Quel est le choix le plus important par rapport à l'équilibre entre entreprises et finalement associations, citoyens de différents niveaux? Comment est-ce que ça se lit? Parce qu'on imagine bien que les entreprises portent également, font de lobbying pour aussi faire passer telle ou telle idée. Comment est-ce qu'un député arrive à résister au lobbying? Comment est-ce qu'il arrive à surfer sur les idées qu'on lui donne et capter celles qui peuvent être, profitables pour tout le monde? Alors déjà, sur le lobbying, on est tous des lobbyistes par rapport à nos combats individuels. Ouais. Donc ça veut dire qu'un chercheur, pour moi, est un lobbyiste, comme l'est Coca-Cola quand il nous parle de ses bouteilles plastiques. Donc, est-ce qu'il faut lutter contre le lobbyisme? Non, à mon avis, il faut écouter les prises de parole de chacun et bien les resituer dans le paysage des enjeux et des bénéfices et des dommages, et c'est plutôt comme ça qu'il faut faire. Donc, quel choix, parce que c'est ça ta question, quel est le choix de ceux qu'on va voir? Ne jamais oublier qu'on est à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Donc ça veut dire que nous, notre travail numéro 1, c'est aller regarder le regard de la science et des scientifiques sur le sujet. Donc tous les chercheurs, c'était naturel, on ne peut pas faire autrement. Mais après, pour aller plus loin, à un moment donné, les chercheurs, ils nous disent, il y a des sujets, moi je ne peux pas, il faut aller voir l'ONG, il faut aller voir l'entreprise, comment elle se comporte, quelle est sa R&D. Donc c'est comme ça que ça s'élargit des chercheurs aux ONG vers les entreprises. Et puis après, il y a aussi les collectivités qui sont incontournables, que c'est elles qui gèrent la collecte de nos déchets avec nos impôts. Il fallait aussi qu'on les voie, et parce qu'on a voulu regarder le sujet dans toutes ses dimensions, on était obligé de sortir uniquement la dimension scientifique et technologique. Alors là, il y a deux pistes possibles par rapport à ce que tu nous dis là. C'est que la première, je pense, très importante, c'est celle de la méthodologie. Vous l'avez entendu, donc on part des chercheurs, on va ensuite vers des terrains qui sont finalement les terrains où se joue le traitement du plastique ou pas, voilà. Et donc, quand vous faites un mémoire en art plastique, ou on va faire un mémoire en sociologie, faire des interviews, rencontrer des spécialistes, aller dans le sens des questions que vous posez, à travers un retour de personnalités qui ont vécu sur le terrain de tel ou tel questionnement, ça c'est très important. Et donc, je ne dirais pas assez, justement, je pense que c'est vraiment, si vous y arrivez, contactez au moins, là il y a 450 personnes, donc c'est injouable pour vous évidemment, mais si vous avez au moins 5 personnalités qui peuvent accompagner votre réflexion et qui sont des spécialistes de toutes sortes, ça pourra vous aider à constituer peut-être un point de vue qui ne sera pas auto-centré et qui sera peut-être un peu plus ouvert et peut-être plus proche de la réalité. Alors je reviens à notre sujet, la question du greenwashing.
j'aimerais savoir, justement, tu en parlais tout à l'heure, c'est un sujet qui ressort très souvent. Il a été d'ailleurs posé dans le cadre de l'ONU, même dans le cadre du Global Compact, parce que finalement, donner voix au chapitre aux entreprises qui sont polluantes, est-ce que ça peut avoir un impact réel, ou est-ce que c'est un théâtre de ce que pourrait avoir l'impact d'une vraie décision de ces entreprises qui ne le prennent pas? Alors, là, c'est une question aussi qu'on peut se poser en tant que citoyen. Est-ce qu'on modifie par ce type de rapport la constituante même des entreprises, puisque je vois par exemple de plus en plus les entreprises, et on l'a eu comme témoignage par un précédent intervenant, les entreprises polluantes ont de plus en plus de mal à recruter. Parce que les jeunes se posent beaucoup de questions, parce que justement il y a ce type de rapport, parce qu'il y a ce type de prise de conscience. Donc est-ce que cet impact sur le greenwashing est réel? Est-ce que tu le constates? Est-ce que c'est une vue de l'esprit? Non, je constate effectivement qu'il y a maintenant des entreprises qui ont du mal à recruter, parce qu'elles ont une image tellement dégradée que les personnes qu'elles pourraient employer, notamment les jeunes, n'ont pas envie d'aller travailler dans ces entreprises-là, parce qu'y aller, c'est aller en contre d'un certain nombre de valeurs et de combats qui sont les leurs. Après, le greenwashing, c'est une vraie réalité. Est-ce qu'on a le droit de dire vraie réalité? Parce qu'une réalité, c'est vrai. Ça, c'est parce que le temps commence à tourner. C'est une réalité, mais après qui prend des formes différentes. Moi, je mets dans le greenwashing celui qui nous explique qu'il a diminué sa consommation de plastique parce qu'il a réduit l'épaisseur de ses flacons en plastique. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il a eu une réflexion pour se dire je veux sortir d'une logique de flacons en plastique, mais le plastique, c'est pas bien. Donc je vais réduire l'épaisseur. Là où ça faisait 2 mm, je vais mettre 1 mm. Mais le flacon en question, s'il se retrouve dans la nature, il aura exactement le même devenir et le même résultat que celui qui faisait 2 mm. Donc en fait, voilà, c'est un peu du greenwashing. Il a agi soi-disant pour l'environnement, mais surtout ce qu'il a agi, c'est qu'en faisant ça, ça lui permet d'acheter 2 fois moins de résine. Donc il a quand même fait une économie. Donc ça, je mets ça dans le greenwashing. Après, les formes sont très différentes, c'est une réalité et qui est dommageable par rapport à ceux qui font des vrais efforts et dont on n'arrive plus, quand on regarde les choses de manière rapide et superficielle, à faire la différence entre la vraie réalité de l'action profonde avec du sens et qui va changer le cours des choses et celui qui fait du greenwashing. Et donc tout ça fait qu'à un moment donné, ça joue aussi sur la remarque que tu fais, c'est qu'on a l'impression que dès qu'il y a un acteur économique en lien avec le plastique qui vient nous parler, que c'est un lobby. Moi, je n'ai pas vu tant que ça les lobbies. Ceux que j'ai vus, c'était plutôt ceux qui portaient des solutions de résine compostable, de choses comme ça, qui étaient plutôt dans des vraies logiques de rupture et qui avaient du mal à se faire entendre parce que Coca-Cola, il n'est pas venu nous voir, parce qu'il n'a pas besoin de nous parler pour continuer à faire ce qu'il a à faire avec ses bouteilles. Et ça ne changerait rien au rapport, et notre rapport ne changerait rien à ce qu'il fait. Donc il y a tout ça, c'est un équilibre entre tout ça, le rapport avec l'industrie. Mais ce que je dis aussi, parce que ça j'y crois fondamentalement, et ça c'est le député qui sort du projet de loi de finances qui vous le dit, un pays tel que le nôtre, c'est en gros 300 milliards de recettes, ok, d'un côté. Dans une balance, vous mettez 300 milliards. Ces recettes-là, c'est les impôts, c'est la TVA, c'est les impôts sur les sociétés, c'est les taxes, les amendes, c'est tout ce qu'on paye à un moment donné. Et puis de l'autre côté, c'est 400 milliards de dépenses. C'est toutes les politiques, et encore, là si je me lance là-dedans, je sais qu'on pourrait me dire l'université n'a pas assez, l'école n'a pas assez, l'hôpital n'a pas assez, la gendarmerie n'a pas assez, et personne n'a assez. C'est quand même 400 milliards contre 300. Donc il y a les 100 d'écart, c'est ce qu'on appelle la dette. Il se cumule et qui fait c'est le déficit qui se cumule et qui fait la dette. Et à un moment donné, ça il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire qu'un État, il doit mener en place des politiques publiques, même si on n'est pas d'accord sur les politiques, sur leur montant, sur leur contenu, etc. On doit mettre en place des politiques publiques et le débat, il est d'en discuter. Aujourd'hui, on dépense 400 quand on reçoit 300, d'accord? Et dans les 300, il y en a 68% qui viennent des entreprises. Donc on pourrait se dire, on arrête toutes ces entreprises-là et on arrête toutes les entreprises qui font qu'on a des problèmes environnementaux. Si on fait ça, on se prive de 68% des 300. Donc les 300, ils arrivent à 100 et quelques. Ok? Et 400 de l'autre côté. Donc à un moment donné, comme on ne pourra pas avoir 300 milliards de dettes chaque année,
ou alors on trouve quelque chose de miraculeux et tant mieux. Et ça veut dire qu'à un moment donné, dire on veut réduire les entreprises, c'est dire on veut aussi réduire les politiques publiques qu'on met en place pour dans un pays, quoi. Que ce soit des politiques culturelles, scientifiques, d'éducation, de santé, etc. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et en disant ça, l'équation, elle est super compliquée. C'est là que c'est pas simple. Alors, une dernière question avant de donner la parole peut-être au public, justement. Sur un des tableaux, qui est donc page 183 du rapport, il y a une cartographie des thématiques de recherche à l'échelle internationale. Et alors, il y a la thématique du recyclage, il y a la question des microplastiques, donc qui est vraiment deux grands points d'intérêt. Après, on a la question de la pyrolyse. Donc ça, c'est la technique, c'est ça pour recycler le plastique. Ouais, c'est une autre forme de valorisation des déchets plastiques. C'est ça. Et je vois un élément qui paraît aussi important dans les thématiques de recherche, mais pas très important. C'est la question du mauvais management des entreprises par rapport au plastique et des déchets. Et alors, est-ce que justement, il n'y a pas un problème dans le fléchage des recherches actuelles? C'est-à-dire que est-ce qu'on s'intéresse pas, s'intéresserait donc beaucoup moins finalement aux choses principales et beaucoup plus aux résultats de la pollution? Est-ce qu'on aurait plutôt intérêt à s'intéresser directement à la façon dont on organise la société, donc le management de ces entreprises et de la société? J'ai l'impression que c'est sous... Je suis entièrement d'accord, et c'est pour ça que tout à l'heure quand je vous ai dit que parmi les solutions il y avait le soutien à la recherche, il y avait écrit et les sciences humaines et sociales. Que quand tu énumères le recyclage, quand tu énumères la pyrolyse ou les microplastiques, on s'adresse à quoi? Le recyclage, on s'adresse à des physiciens, la pyrolyse, on s'adresse à des chimistes et à des physiciens, et les microplastiques, on s'adresse à des chimistes. Donc on est sur des sciences dures. Et l'aspect management, on est sur des sciences humaines et sociales, c'est-à-dire sur la sociologie, sur la géographie, et d'ailleurs, c'est marrant parce que même on a plus de mal, enfin moi personnellement j'ai plus de mal à énumérer les disciplines des sciences humaines et sociales que les disciplines des sciences dures, les sciences mathématiques, chimie, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on s'adresse à ces sciences-là de manière plus forte pour trouver des solutions sur la pollution plastique. Et d'ailleurs l'INRAE est à fond sur le sujet puisqu'ils sont en train de faire un travail sur la montée en puissance de la sociologie dans l'explication de la pollution plastique et de ses solutions. Et je le sais, parce que comme nous avons fait ce rapport-là, ils nous ont demandé à ce qu'on soit auditionnés pour justement les éclairer sur le sujet. Vous savez, une des auditions qui m'a le plus appris parmi les 450, c'était une sociologue. Est-ce qu'elle n'est pas de Paris? Parce que non, j'avais dit qu'il n'y avait pas de Paris. C'est possible. Et finalement, j'ai un doute maintenant. Possible. En tout cas, elle est à Paris. Ah non, elle est à Sciences Po, pardon. Une sociologue de Sciences Po qui nous a expliqué que le rapport au plastique, l'être humain et le plastique, le plastique simplifie les tâches de l'être humain, lui diminue ses efforts. Et quand on regarde bien, c'est ça. Si ce soir vous rentrez dans votre cuisine et vous regardez tout ce qui est en plastique, ce sont des objets qui nous permettent des conservations plus longues, donc qui évitent d'aller faire les courses tous les jours, qui permettent d'éviter parfois de faire du nettoyage avec des objets jetables. C'est-à-dire qu'on a fini, on jette au lieu de prendre du temps à nettoyer. Donc à chaque fois, ces objets-là, c'est des tâches qu'on économise, des tâches qui ne sont pas agréables, des tâches qui pèsent et qui sont coûteuses en énergie, coûteuses en temps, etc. Et donc le plastique nous les en épargne, et parce qu'on se libère du temps, on peut faire des choses plus agréables. De la lecture, aller regarder une série, aller se promener, aller écouter de la musique, etc. Et c'est ça le piège. Parce que finalement, le cerveau s'habitue à des choses plus agréables que des tâches qui sont plus compliquées et qu'il faudrait remettre à l'ordre du jour pour se priver, pour diminuer la pollution plastique. Et ce chemin-là, il est beaucoup plus difficile à faire que le chemin de simplifier la tâche de tout le monde en apportant des objets qui libèrent du temps. Et encore, une fois, la notion du temps. On va très bien. Je vous renvoie à la page 183 du rapport pour la cartographie question. Donc ça donne tout le sens aussi de notre collaboration avec l'IHEST, parce que finalement, voilà, on a une université là qui est justement économie, sociologie, sciences humaines. On a besoin de passerelles avec les scientifiques finalement. Parce que c'est un peu aussi le problème, c'est que Paris, quand on s'en donne, ne travaille pas assez avec les scientifiques. Et on n'arrête pas de le dire, parce qu'on est sectorisé dans les sciences humaines sociales,
Et finalement, on n'en sort jamais. Donc nous, on est dans une forme de théorie, et on nous dit toujours que l'application finalement de ces théories, une application sérieuse, je dirais, scientifique, elle est plutôt liée aux scientifiques, donc il faut aller à sa claire, il faut aller... donc il y a un problème de connexion entre les deux métiers finalement qui pourraient se... Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que moi j'étais particulièrement motivé à venir ce soir avec un public tel que vous et vos disciplines, parce qu'elles font partie aussi de ce qu'il faut mobiliser pour trouver les solutions. Et je vous redonne l'exemple, c'est à Cancale, donc en face de Saint-Malo, quand vous allez sur le port, quand vous arrivez, il y a une vague. C'est-à-dire que de loin, on voit une vague déferlante. Et elle est très bien faite, on se dit c'est quoi? Et quand on s'en approche, cette vague déferlante, elle est faite de bouteilles plastiques, de différentes teintes de bleu, de blanc, de transparence. Et le graphiste, il y a un autre nom, comment ça s'appelle? Le facilitateur. C'est pas le sculpteur, je ne sais pas quel est le nom de l'artiste qui a conçu cette chose-là. Eh bien, ça interpelle l'œil, et quand on s'en approche, cette vague, on voit que c'est des bouteilles plastiques. Et donc tout de suite, on se dit océan, plastique, etc. Et donc tout de suite, et je l'ai vu, parce que conscient de cela, l'autre jour, lorsque j'ai été la voir, là récemment, le jour du départ de la route du Rhum, je l'ai vu, et bien le nombre de personnes qui s'arrêtaient devant, qui disaient « Ah, mais c'est quoi? Ah, mais c'est des bouteilles plastiques », et qui lisaient ce qu'il y avait écrit en dessous, qui expliquait le phénomène de la pollution plastique des océans, c'est grâce à un acte artistique que ça a pu être fait. Donc c'est aussi indispensable. Et merci pour votre intervention. Juste une petite question. Je voulais juste souligner que en fait, ce qui est intéressant pour nous, plasticiens, c'est aussi de voir une vue un peu transversale et de pouvoir travailler peut-être aussi sur cette question d'interdisciplinarité. Je pense qu'en fait, la pollution plastique, comme la pollution des eaux et le dérèglement climatique, c'est vraiment des choses qui nous ramènent aussi à se poser la question d'avoir sectorisé en fait toutes les disciplines scientifiques, spécialisées. Je ne vais pas avoir des visions globales, alors qu'en fait, la position de l'artiste et du scientifique à l'époque moderne était réunie, en fait, c'est un savoir global. En fait, ma question c'était plutôt sur l'équilibre, en tout cas la disparité de pays entre les pays et les États-Unis sur ces questions-là de sensibilité, de prise de conscience, ils en sont où? Bonne question. Alors, c'est bizarre, quand vous me posez la question, ils en sont où? Vous savez, ce qui me revient en tête, c'est que ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que les déchets sont exportés vers le Kenya. Donc, ils sont beaucoup plus avancés que nous en matière de recyclage, mais aussi ils sont encore un pays qui exporte beaucoup de déchets vers d'autres pays, des déchets qui pour eux n'ont plus aucune valeur. Et là, on a un vrai sujet, c'est-à-dire que parmi la hiérarchie de tous les sujets liés avec la pollution plastique, moi, il y en a un qui m'importe par-dessus tout, c'est justement celui de l'exportation des déchets. Donc, les États-Unis en font partie, l'Europe en fait partie, et qui est à dénoncer de mon point de vue pour la simple et bonne raison suivante. C'est qu'aujourd'hui, quand vous faites des statistiques sur les déchets plastiques, à la fin, en fin de vie, vous dites qu'il y a une partie qui va être recyclée, une partie qui va être enfouie dans les sols et une partie qui va être valorisée pour faire de l'énergie. On oublie tout le temps la partie qui va être exportée. Parce qu'elle n'a plus de valeur pour nous, donc on l'exporte vers les pays asiatiques, maintenant les pays africains. Arrivé là-bas, vous n'avez pas d'infrastructure de traitement de ces déchets-là. Pas à la hauteur de ce qu'on a nous. Donc on ne l'a pas fait chez nous parce qu'on a l'infrastructure, c'est pas eux là-bas qui vont réussir à le faire. Donc là, il y a un secteur informel qui se met en place, que les populations locales se disent il y a une opportunité économique et chacun prend une partie de ces déchets-là pour les traiter dans la cour de sa maison et essayer d'en faire quelque chose sans aucune norme sociale, sans aucune norme sanitaire, etc. Donc ils s'empoisonnent. Au bout d'un moment, tout ça vient comme dans un entonnoir, on n'arrive plus à évacuer ces déchets-là, ils se retrouvent dans les rivières, ils se retrouvent dans l'océan, et quand on fait le bilan mondial de la contribution des fleuves mondiaux à la pollution plastique des océans, ils arrivent en tête. Sauf qu'ayons la responsabilité de dire que dans ces fleuves-là, il y a une partie de nos déchets, 10%. Donc vous voyez, alors ça ne répond pas véritablement à votre question. Les États-Unis, gros consommateurs de plastique, c'est sûr, par rapport à nous, plus fort en recyclage, mais ça je pourrais vous en dire plus lorsqu'on aura fait la deuxième partie de l'étude sur le recyclage, mais qui est quand même un pays qui exporte beaucoup de plastique. Et puis une autre façon de regarder les choses, vous savez, il y a une ONG, c'est Zéro... Alors, excusez-moi, je n'ai pas retenu le nom. C'est Zero Waste. Je crois que c'est Zero Waste. À chaque fois, je mets le plastique derrière, c'est pour ça que j'ai dit, donc c'est Zero Waste, qui a contribué avec d'autres à faire une liste des entreprises qui polluent le plus, qui contribuent le plus à la pollution plastique. Il y en a beaucoup qui sont des entreprises américaines. Voilà. Donc la réponse, elle se situe au milieu de tout ça.
sans plus de précision, parce que ça ne faisait pas l'objet précis de notre... Mais pour autant, alors ça c'est, on va dire, c'est l'aspect pas terrible de ma réponse, pour autant quand vous regardez dans le rapport, la contribution de la communauté scientifique américaine à la compréhension du phénomène, elle est fondamentale. Et donc c'est à tel point que je vous l'ai dit tout à l'heure, ils avaient voulu accueillir les chercheurs français à New York, et ils avaient voulu faire venir des parlementaires pour essayer de voir que tous ces gens-là se parlent. C'est une séparation entre la recherche scientifique et puis le monde de l'entreprise. Oui, sans doute. Et puis ils ont plus de moyens pour la recherche scientifique, donc ils vont plus loin. Et c'est des disciplines qui regardent... Enfin voilà. Alors, en revanche, pour essayer de compléter la réponse, sur le traité international actuellement débattu en Uruguay, à Montevideo, c'est ça, je crois. Et il y aura d'ailleurs une étape en France, c'est-à-dire qu'au mois de mars, il y aura une des sessions de l'écriture de ce traité international qui aura lieu à Paris. Mais les États-Unis n'en font pas partie. Donc la réponse, on peut la donner par la science, ce qui est quand même l'objet des travaux de l'OPEX, où là, il y a des choses factuelles dans le document qui vous montrent qu'ils sont actifs. On peut le montrer aussi dans ce rapport-là que c'est des grands exportateurs de déchets, donc ça c'est moins favorable. Et de l'autre côté, ils ne sont pas aujourd'hui dans le traité international. Donc une réponse un peu au milieu de tout ça. Une autre question? Toutes les questions sont bonnes à prendre. Bonsoir. Il y a quelques temps, je visitais Angers, justement, j'en doute toujours que Angers, c'est la ville la plus verte. Alors, moi, je me demande comment ça se fait, pourquoi quelques régions ou quelques parties de la population s'intéressent à justement aux problèmes écologiques, lorsque d'autres ne s'intéressent pas. Je me demande si c'est une question de comment on fait pour prendre la conscience à la société. C'est les médias, c'est les activités que le gouvernement fait, et c'est la culture de certaines régions. Selon vous, qu'est-ce que ça peut être important dans une société pour que ça a vraiment un impact? D'après ce que je comprends de votre question, c'est quels sont les déterminants qui vont faire que des personnes peuvent agir contre la pollution plastique. Il y a un premier déterminant qui est la preuve visuelle de la pollution. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'initiatives qui sont en bordure de la Méditerranée. Parce que la Méditerranée étant très polluée, quand on la voit comme ça fait mal au cœur et il y en a beaucoup qui disent qu'il faut qu'ils agissent. Et puis il y a un deuxième déterminant qui est la présence d'associations. Et là, c'est très variable selon les territoires et il y a quelque chose qui est intéressant à regarder. C'est vous savez qu'il y a le World Cleanup Day qui a eu lieu le premier samedi d'octobre, si je ne me trompe pas, ou le deuxième samedi d'octobre, peu importe, chaque année. Donc c'est une grande démarche internationale pour nettoyer la nature de tous les déchets qu'elle contient. Vous regardez sur le site du World Cleanup Day, et vous vous rendez compte qu'il y a des endroits où il va y avoir beaucoup d'associations présentes. Par exemple, c'est le cas en Bretagne. À Angers, il y en avait quelques-unes, et qu'il y a des territoires qui sont non couverts. Donc c'est un mélange de tout ça. C'est un mélange de conscience de la pollution parce qu'on la voit, je suis sollicité parce que sur mon territoire, j'ai des associations actives et qui, via la communication, les réseaux sociaux, la presse locale, va mobiliser des personnes. C'est cette recette, cette alchimie entre tout ça qui fait que les personnes peuvent être plus ou moins impliquées. D'où, vous voyez, la recommandation de tout à l'heure, c'est-à-dire sensibiliser et éduquer et impliquer les citoyens à tous les âges de la vie sur le sujet, ce qui viendrait compléter tout ce que je viens de vous dire. En fait, pourquoi je parlais des communs, je voulais revenir à cette idée des communs, en fait, des choses en commun qui avaient du 18e, 19e siècle, et c'est un petit peu démonté, et on sait qu'on a arrivé sur une nouvelle version du capitalisme. Donc, maintenant, on est dans le capitalisme tardif, et cette idée des communs, elle est revisitée en parlant de communs négatifs, c'est-à-dire en fait, toutes ces pollutions-là sont des communs dont il faudra de toute façon prendre soin, ça concerne tous. Et par rapport à ça, on a peut-être l'impression que c'est plutôt la société civile qui va un peu plus vite que les parlementaires ou la politique. Quelle est la situation par rapport à ça sur l'écosystème parlementaire? Est-ce qu'il y a une prise de conscience générale de ces problématiques-là ou vous y allez répondre par rapport à ce vote, mais
ça dépend des sujets. Sur le sujet de la pollution plastique, je voulais démontrer par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Et là, plus récemment, il y a eu un texte de loi pour interdire les polystyrènes, ce qui ne serait pas recyclable en 2025. Donc, il y a eu un grand débat, ça n'a pas été exactement ça, mais c'est tous les objets à usage unique, les emballages à usage unique qui ne sont pas recyclables en 2025 qui seraient interdits, qui sont interdits, c'est ce qu'on a voté. Il faut que ça passe au Sénat maintenant. Là aussi, ça a été à l'unanimité. Donc sur le sujet de la pollution plastique, j'ai l'impression qu'il y a une écoute grande. Après, vous dire que chacun a le même niveau de connaissance, non, pas nécessairement. Et puis, vous avez toujours, parce que ça il faut quand même le reconnaître, vous avez toujours aussi des collègues qui représentent un territoire où il y a beaucoup d'entreprises de la plasturgie. Et eux vont peut-être être moins sensibles, mais parce qu'ils ont une autre dimension à faire vivre, qui est celle de la défense de l'emploi de ces entreprises-là. Parce que franchement, c'est pas évident ça. Moi, tout ce que je vous dis là, c'est facile à dire au moment où on est là. Mais après, lorsqu'on se retrouve face à une entreprise, lorsqu'on se retrouve face aux salariés qui sont des pères, des mères de famille, qui doivent faire vivre des familles, vous voyez ce que je veux dire, où est-ce qu'on place le curseur entre la conscience qu'on a des problèmes environnementaux et des problèmes sociétaux et sociaux. Et souvent, ça s'oppose malheureusement. Et la réponse à la question, elle est là. Dans ce curseur, chacun le positionne individuellement, soit beaucoup vers l'environnement, soit beaucoup vers le social, et en fonction de ce qu'est son territoire. Il peut être un territoire qui est excessivement pollué, auquel cas il va se mettre sur l'environnement, et un territoire où il a 20 entreprises qui vont recruter. Bien sûr, mais dans cette logique entre le court terme, Ah bah oui. la vie locale et les territoires qui vont être le meilleur terme, ce qui se passe, c'est que dans cette phénomène de globalisation, ça c'est un peu la zone qu'on a montré, c'est que le territoire au pays est un territoire dont on vit. Et en fait, le retour, il va se faire de plus en plus C'est ça. dur. Et à un moment, il va falloir avoir des mesures coercitives. Alors, il y a quelque chose dont j'ai pas eu l'occasion de parler, et qui pour moi est une voie qui peut permettre de retrouver ce que vous êtes en train de dire là. C'est quand je vous ai parlé de l'économie circulaire, des 3 R, il y a un sujet que j'ai pas évoqué qui est celui de l'éco-conception. C'est-à-dire faire des produits qui évitent le problème. Mais le problème de l'éco-conception aujourd'hui, elle est faite par des ingénieurs de spécialistes en éco-conception qui travaillent seuls dans leur coin. Pour moi, l'éco-conception qui aurait de la valeur, c'est celle qui mettrait autour de la table toutes les parties prenantes. Donc dans le cas du plastique, celui qui va vous faire le polymère, et à l'autre bout, celui qui va vous récupérer l'objet et qui va vous dire s'il peut le recycler ou pas. Et puis vous allez mettre le consommateur, puis vous allez mettre l'éco-organisme, et puis vous allez mettre l'ensemble de ceux qui ont à voir avec le sujet. Peut-être le service marketing aussi d'entreprise, parce que souvent, la pollution plastique, l'usage, l'explosion des objets plastiques, c'est aussi beaucoup du marketing. Et quand vous mettez tous ces gens-là autour de la table, leur cahier des charges commun, leur objectif commun, c'est de faire un objet qui va être réemployable, parfaitement recyclable, donc il n'y aura pas d'impact. Et donc chacun va avancer sur ce sujet-là, et peut-être que le fabricant de polymère, il va vous dire, prenez surtout pas du polypropylène, et puis confirmé par le recycleur qui va vous dire, moi ça je peux rien en faire. Alors ça c'est technique, parce qu'il y a des gens qui travaillent par exemple, du côté des SHS. Vous avez vu, il y a des intervenants de l'HEST, pardon, qui nous parlaient des transferts de savoir, des sacs par exemple. Parce qu'il y a des gens qui travaillent sur le transfert en fait, de méthodologie, c'est-à-dire comment demain, quelqu'un qui travaille avec les plasturgies, demain il va travailler avec d'autres matériaux. Et comment cet écosystème-là, en fait, ça va être transformé par rapport à ce que les gens pensent. Je pense à toute la chaîne de l'intégration qui va falloir reconfigurer. Ça impacte aussi très atmosphère. Oui. Ça participe d'une certaine ingénierie. Oui, tout à fait. J'espère. Je pense que oui. Je pense que oui, parce que quand j'évoque ce sujet de l'éco-conception partenariale, je vais l'appeler comme ça, quand je l'évoque avec des instituts techniques qui travaillent sur les polymères et les composites, je trouve que c'est une excellente idée. Quand on l'évoque avec les éco-organismes aussi, et en définitive, les chercheurs en eux-mêmes, je ne sais pas, mais j'ai quand même quelques... Parce que c'est pas une question qu'on a posée dans le rapport, donc je ne peux pas vous répondre, mais je garde cette question-là en tête et elle va venir enrichir désormais les questions que je serai amené à poser aux uns et aux autres pour savoir qui fait ça, quoi. Et si jamais vous trouvez quelqu'un qui le fait, je suis preneur de l'info aussi, quoi. Moi, je vais revenir sur le rapport. Et donc, je vois donc page 262, les recommandations. Donc, il y a 8 séries de recommandations en réponse aux constats posés dans le rapport. La première, c'est sensibiliser
seconde, réduire la production de plastique. Troisième, prévenir la fuite des plastiques dans l'environnement. Quatrième, favoriser l'emploi. Cinquième, rendre le recyclage plus efficient. Sixième, soutenir l'acquisition de connaissances et la recherche. Septième, évaluer et contrôler l'application des lois qui intègrent les dispositions relatives à la pollution plastique. Et neuvième, promouvoir de nouvelles actions à l'échelon européen et international. Sur la question 7, soutenir l'acquisition de connaissances et la recherche, j'ai remarqué un point donc, qui est celui le dernier point, qui est celui de favoriser le mécénat d'entreprise en direction de l'environnement afin de faciliter l'augmentation des moyens de la recherche et des associations. Alors, justement, j'ai un exemple là assez probant qui est, j'ai une doctorante qui est en CIFRE. Donc, on a deux voies pour financer le doctorant. La première voie, c'est celle du contrat doctoral, qui est donc interne. Donc, c'est un financement, c'est la méritocratie. On est vraiment dans la personne qui a été première de sa promo. Et on a une seconde voie qui est celle des associations avec une entreprise. Donc j'ai cet étudiant qui est associé à une entreprise, qui d'ailleurs a des velléités très écologiques et très impliquées dans la relation à l'environnement. Par contre, donc, mon étudiant travaille dans le sens justement de l'acquisition d'une recherche qui pourrait apporter à l'entreprise. Par contre, très vite, l'entreprise lui a demandé de travailler sur des questions qui n'étaient pas liées forcément à ça. Alors, le jalon, enfin, la parade qu'on a trouvée, c'était la logique de l'entreprise. C'est-à-dire que ce que m'ont dit les responsables d'entreprise, m'ont dit on ne peut pas faire autrement, on a besoin de sa compétence pour développer telle fonction, parce que pour l'entreprise, il faut qu'on soit rentable, etc. Et donc, la parade que j'ai imposée dans une convention qu'on a mise en place, c'est qu'elle n'aurait que 30% à consacrer de son temps de chercheur pour l'entreprise, que les 30% seraient consacrés uniquement à sa recherche dont le cœur est la question du développement durable, et que 30% seraient consacrés à la création de solutions qui sont, dans ce cas, artistiques et en même temps sociologiques. Donc, il me semble que là, justement, que si on octroie du mécénat dans l'entreprise, ça c'est donc une des propositions qui monte énormément dans l'université, parce qu'aujourd'hui, on épouse les critères universitaires aussi internationaux, y compris américains, où on voit bien que l'hybridation et la présence de l'entreprise dans l'université est très prégnante et très influe, même d'ailleurs jusqu'au nom des chaires. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est peut-être aussi envisager la façon dont ce mécénat va être distribué aux entreprises et peut-être poser des jalons, parce que je pense que même avec la plus grande volonté, l'entreprise sera toujours poussée vers la rentabilité, et donc il faut qu'elle ait elle-même, accompagnant ces volontés de mécénat, aussi des jalons pour pouvoir guider c'est pas un tutorat, mais quelque part, il y a des actions qu'elle ne va plus pouvoir faire avec des personnes qui pourraient la servir pour justement avancer dans cette mutation. Et il y a des choses qui pourront évidemment l'aider à rentabiliser. Mais il faudrait aussi accompagner ça d'une législation en fait, qui soit adossée au mécénat. Okay. Je ne l'ai pas vu présent dans le rapport, donc je vous le dis parce que je sens que ça pourrait être, puisqu'il y a beaucoup de juristes dans votre partie, je pense que c'est très important que les juristes s'y mettent. Alors nous, on a beaucoup de juristes, peut-être que vous connaissez François Guitréville par exemple, ou des personnalités comme ça qui sont vraiment les grands juristes de l'environnement de Paris 1. Mais bon, on a des personnalités qui pourraient peut-être travailler ce genre de solution. On voit venir ce mécénat pour l'université. Et notre crainte, et c'est la crainte évidemment de beaucoup de mes collègues, c'est mais est-ce qu'on va vraiment faire de la recherche, ou est-ce qu'on va prendre les étudiants et les utiliser, surtout les meilleurs souvent, dans un cadre de rentabilité qui ne sera pas du tout celui qui pourrait être utile à la société? L'idée, c'est que quand on émet les 49 recommandations, on pose des grands principes.
Et tu l'as dit, pour nous, le principe, c'est celui de l'hybridation et de la rencontre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de travailler en silo, les entreprises de leur côté, les associations de l'autre, les chercheurs de l'autre. Et ce mécénat pouvait être une des portes d'entrée, avec toutes les précautions que tu as énumérées. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça, qui pourrait être une porte d'entrée pour que les regards se croisent et qu'on arrive à avancer sur ce qu'on a dit juste avant. Et je suis à peu près persuadé que, j'entends bien, que des jeunes ici qui rentreraient dans ce schéma-là pourraient être après exploités par les entreprises et finalement on dévoie l'objectif initial. Je suis connaissant les jeunes aujourd'hui sur ces sujets de développement durable, je suis persuadé qu'à un moment donné, ils seront en capacité de dire à l'entreprise stop. Donc il y a aussi une sorte de régulation naturelle qui peut s'opérer. Mais l'idée, la logique, c'était bien de forcer au croisement, au mariage et à l'hybridation des regards pour que chacun nourrisse la réflexion de l'autre et qu'on avance plus rapidement. C'est ça l'idée. Après, il faut la fouiller et la détailler plus précisément. Tu parlais, Philippe, des sciences humaines et sociales et puis de la nécessité justement d'appliquer toutes les sciences et puis relativement aussi à la question des entreprises. Il se trouve que, je crois que c'est dans ta promo, je ne sais pas si tu étais avec nous quand on a visité Carlin, mais tu n'étais pas dans le groupe, je ne crois pas, je ne me souviens plus, je ne sais plus, mais peut-être que si. Alors pour les étudiants qui sont là, donc on a des promotions d'adultes qui sont en responsabilité et puis qu'on sensibilise grâce aux recherches pluridisciplinaires pour voir autrement les enjeux sociétaux. On est allé visiter la plateforme de Total Énergie. Si, j'étais là. Et alors, je partage ce qui m'avait frappé, c'est qu'on a visité l'usine. On a eu un discours institutionnel, mais on a visité l'usine. Donc on est entré dans l'usine et on a vu les sacs de petites billes blanches de polystyrène toutes belles, toutes propres. Il y en avait à peu près 3 quarts dans un grand sac et il y avait 1 quart de matériaux tout bizarres, des petits bouts visiblement de plastique qui devaient émaner des pots de yaourt ou des bouteilles en plastique qui étaient découpées le plus fin possible, qui étaient avec les billes de polystyrène dans le sac. Alors, évidemment, la réaction des gens qui étaient là, c'est c'est à peu près du greenwashing, parce que 1 quart, 3 quarts, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Et l'ingénieur qui était là, qui faisait tourner ses machines et qui, avec ses ouvriers, et il me dit le problème, c'est que pour faire un plastique de qualité, parce que quand même au global, on a des clients, donc il y a des normes de qualité, on ne peut pas mettre plus d'1 quart de ce genre de déchets. D'abord parce que la machine ne va pas supporter, donc le matériel qu'utilise l'entreprise n'est pas adapté pour recycler plus que ça avec le plastique. Vous voyez, il y a un problème technique là, ce n'est pas de la technologie, c'est vraiment de la technique. Donc les machines, elles ont été faites pour faire du plastique et du polystyrène. Donc on les force un peu, on y arrive un peu. C'est comme quand vous mettez dans votre réservoir un petit peu d'éthanol en plus de l'essence. Si vous en mettez un peu, ça va. Si vous mettez plus de 70%, le moteur cale et vous avancez plus. Donc il y a un vrai problème. Ensuite, il dit, en plus ces petits bouts de plastique, on ne maîtrise pas la chaîne de valeur. C'est-à-dire que quand on est Total Énergie, vous avez dû apprendre en géographie, il y a les entreprises intégrées. C'est-à-dire c'est de la matière première jusqu'au produit fini. Total faisait à peu près ça. Maintenant, ils disent là, ces petits trucs de plastique qui viennent de partout et qui sont recyclés, il faut les collecter, donc il y a des entreprises de collecte. Il y a des syndicats de collectivités qui vont intervenir là-dedans aussi. Ensuite, il y a des entreprises qui vont concasser ça. Et puis, donc, on ne maîtrise pas les coûts comme on les maîtrisait avant. Donc, il y a, je rejoins ce que tu dis, de vrais problèmes de coûts. Puis après, il y a des problèmes, si on va au-delà, de formation et de savoir-faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le problème, il est global. C'est si on veut vraiment que les entreprises arrivent à changer leur mode de production, il faut qu'elles le fassent. Il faut aussi qu'il y ait des chercheurs en sciences humaines et sociales, en gestion, en économie, qui les aident à faire aussi des calculs, des prévisions, etc. Donc on a tendance là aussi à prendre un petit peu le petit bout de la lorgnette en se disant ils ont qu'à faire du recyclage. Oui, d'accord, mais c'est pas si simple que ça. Et c'est vrai que ce que tu nous décrivais sur le budget de l'État, c'est aussi la même chose pour le budget d'une entreprise. Je dis pas ça, attention, pour défendre le système tel qu'il est, et pour montrer que
quand il faut regarder la réalité, c'est ce que les scientifiques nous apprennent, la réalité, elle est vraiment complexe et il faut s'y atteler, mais il faut s'y atteler avec une vision qui est complètement globale. Alors, après, j'avais une question sur la directive sur l'eau, si je ne dis pas de bêtises, quand j'étais à l'XTA, qui était l'entreprise enfin pas l'entreprise du tout, l'Institut de recherche qui travaillait essentiellement sur les eaux de surface, donc travaillait avec les normes de la directive européenne sur l'eau. Et en écotoxicologie, on avait fait une liste de produits sur lesquels il fallait absolument baisser, voire supprimer ces produits-là dans l'eau. La question que je me pose, est-ce que pour le plastique, on fait la même chose? Tu as dit au début de ton intervention, on ne pourra pas supprimer tous les plastiques. Est-ce que, quelque part, est-ce que c'est l'Assemblée ou est-ce que juste là, quelqu'un, des chercheurs ont placé une liste? Par exemple, ça, on peut s'en passer. Alors là, je me bats la coupe parce que j'ai oublié ma gourde. Mais j'ai des gourdes en métal, je suppose que vous en avez aussi. Bon, j'aurais jamais dû faire ça. Bon, je ne devrais plus du tout faire ça, même quand j'ai soif. Bon. Mais ça, c'est pas utile. Les balles, c'est pas utile. Les sacs en plastique, c'est pas utile. Et peu à peu, on les remplace par des tissus. Bon, est-ce qu'on pourrait dresser une liste comme ça en disant il y a certains types de plastique, on peut les supprimer assez facilement sans mettre l'économie par terre, et puis en gardant les plastiques qui sont indispensables. Par exemple, si on veut faire des automobiles, même des automobiles qui vont fonctionner à l'électricité, il faut beaucoup de plastique, sinon elles sont trop lourdes, etc. Alors c'est la recommandation, je crois, numéro 1 du rapport. C'est-à-dire qu'on dit... Non, mais il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir faire cette liste des... Hop là. Je crois... Alors, je dis la numéro 1, mais... Je sais que j'y tenais à ça. Les idées reçues écartées pendant le... Ça changerait beaucoup de choses, parce que finalement, c'est vrai qu'il y a un flou. Il y a un flou qui... Voilà, c'est ça. Définir une liste des plastiques à réduire en considérant leur qualité, parce qu'il peut y en avoir deux qui font la même fonction et il y en a un qui est de bonne et de mauvaise qualité, leur évitabilité, leur durée de vie, le risque de fuite vers l'environnement, leur substituabilité. Et lorsqu'on aurait cette capacité-là, déjà, on se rendrait compte qu'il y en a qui sont absolument pas substituables, et aussi les plastiques pour faire des prothèses de hanches, par exemple. Ça, on va pas enlever cette affaire-là, on va jamais retrouver ça dans l'environnement en plus. Là, typiquement, il n'y a pas de sujet de pollution avec ça, quoi. Voilà, alors par contre, les seringues, ma sœur était soignante et elle commence à avoir vraiment des années de pratique professionnelle, et quand elle a commencé, elles étaient à l'hôpital, il y avait des seringues qui étaient désinfectées, en verre, et qui étaient stérilisées. Donc elle dit, moi je me souviens d'avoir stérilisé des dizaines et des dizaines de seringues. Maintenant on ouvre le truc, on prend une seringue en plastique, on la jette. Ça, c'est peut-être, on peut peut-être s'en passer. Par contre, la prothèse de hanche, ça va être dur. Alors justement, ça fait appel à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait de mettre des seringues sous blister plastique jetable à la fin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'affranchit de l'étape de stérilisation. Donc c'est un confort qu'on a gagné. Aujourd'hui, c'est une question que je pose, je ne donne pas la réponse. Aujourd'hui, dans le système hospitalier tel qu'il est, les tensions qui sont les siennes, est-ce qu'on est en capacité de dire on va enlever le plastique et vous allez tous retourner à les stériliser, vos seringues, etc. Alors qu'on sait que chaque minute compte et qu'il manque des minutes pour soigner convenablement les gens. Si c'est pour leur dire vous n'avez plus le plastique, vous allez stériliser les seringues, je ne suis pas sûr que ça fonctionne très bien. Donc c'est une notion de temps, de coût, c'est toutes ces choses-là qui nous ont enfermés dans ce rapport au plastique dont on n'arrive plus à se libérer aujourd'hui. On a été assez malin pour inventer le plastique, bon sang, on va être assez malin pour sortir du plastique. Alors justement, par rapport à cette sortie du plastique, comment ça peut être communiqué de façon efficace pour que ça soit accompagné d'une action? Parce qu'on a l'impression que ça traîne, ça fait quand même très longtemps qu'on parle de ça. Le rapport, donc il date d'1 an, et 2 ans. Donc il a esselé, j'imagine qu'il s'est croisé avec d'autres rapports
Ben, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'entre deux Français, c'est pas les mêmes possibilités qu'on a. Et entre un Français et un habitant de notre coin de la planète, d'un pays plus défavorisé, c'est pas encore les mêmes logiques. Je prends l'exemple, un Français, il peut y avoir une famille qui va décider de fabriquer elle-même ses pots de yaourt et donc de ne plus consommer de pots en polystyrène. Ben ça dépend aussi du temps libre qu'on a, de la capacité qu'on a à le faire et du revenu qui est le sien. Est-ce qu'on peut investir dans une machine, faire des yaourts? C'est pareil, tout simple, mais ça compte. Et puis c'est pareil pour l'alimentation. Il y a beaucoup d'emballages à usage unique qui sont des plats tout prêts, etc. Pour s'en passer, il faut avoir le temps de préparer. Est-ce que tout le monde a le temps? Est-ce que tout le monde peut se payer Voilà, donc il y a ces notions-là qui rentrent en ligne de compte. Et puis après, si je suis un habitant du Sénégal, je n'ai pas non plus les mêmes possibilités, les mêmes rapports au plastique que si je suis un Français. Et je vous ai dit que parmi les Français, il y a encore des... Et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, décider pour tout le monde de ce qui va se faire. Ça va marcher chez certaines personnes et pas chez d'autres, dans certaines cultures et pas d'autres, etc. Donc c'est la prise de conscience générale et l'action individuelle de chacun qui dit ça j'en veux plus, qui pourra permettre d'avancer. La vraie question derrière tout ça, si on regarde bien en face le réel et pas des fictions qu'on pourrait s'en faire, c'est ce que c'est décemment pensable et possible. C'est-à-dire que vous pourrez dire que tous les emballages de lampe part sur du verre. Le verre, c'est pour du sable. Exactement. En fait, la vraie question, c'est est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est plié? Et en fait, on ne sait pas. Ça rentre dans des dimensions, on sort du sujet qui est le nôtre aujourd'hui, mais on rentre dans la vraie question, qui est la question cruciale de tout ce qui nous concerne aujourd'hui quand on considère le pouvoir d'achat, la raréfaction des ressources, etc. C'est celui de notre rapport à la consommation. Et qu'en définitive, est-ce que je me souviens d'une époque où je partais avec mon grand-père déposer les bouteilles en verre qui étaient consignées. Et les bouteilles, quand on les avait à la maison, elles étaient patinées, elles étaient un peu usées, parce que c'était la même bouteille qui avait été utilisée 3 fois, qui avait été lavée, donc elle était usée. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que si on met ça sur le marché, le consommateur va dire c'est quoi cette bouteille Voilà, c'est le rapport à la consommation, et là c'est compliqué. Pour prolonger un peu la discussion, au travers de 2 exemples qui permettent de revenir sur ce dont on a parlé aujourd'hui, tout à l'heure, c'est-à-dire la difficulté à revenir en arrière une fois qu'une utilisation du plastique a procuré un avantage par rapport à des habitudes anciennes. La notion de confort évoquée à multiples reprises. Vous avez évoqué un autre exemple qui est l'utilisation des particules de plastique dans les terrains de sport. Il me semble que c'est un développement assez récent. Il y a un autre développement, une tendance que je vois fleurir, c'est le cas de dire à Paris, au-dessus des cafés et des commerces, c'est l'utilisation des fleurs en plastique en guise de décoration. Et ça, ce sont je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a vraiment une explosion de ces usages-là en décoration de vitrines autour des grands commerces à Paris. Donc, au moment où des tendances dont on peut rapidement identifier qu'elles sont le contraire de vertueuses, qu'elles sont à l'évidence vont dans un mauvais sens, et qu'il n'y aurait pas à attendre du législateur une réaction très rapide de manière justement à ne pas avoir à faire le coup du retour en arrière qui est toujours extrêmement compliqué. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas est-ce que c'est un sujet de réflexion auprès au sein du Parlement que d'avoir des actions extrêmement rapides, une action de veille déjà, pour essayer de voir quels sont les nouveaux usages qui peuvent se développer, d'en juger la pertinence et d'intervenir de façon très, très rapide pour prévenir des contre-gestes, on va dire. Alors il y a un autre exemple qui me vient en tête, c'est le développement par exemple des plastiques agricoles, qui date lui de plusieurs années, plusieurs peut-être décennies même, mais on voit bien les impasses dans lesquelles ils nous ont conduits et la difficulté à revenir en arrière. Ouais, donc l'autre question c'est est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à interdire tout ce qui nous pousserait encore plus loin dans ce rapport à la dépendance au plastique? Bon, ça fait partie des questions que je me suis posées, je vais vous dire où j'en suis arrivé dans cette réflexion-là. C'est que je me dis, et si on interdit quelque chose qui pourrait être un progrès? C'est là où, qu'est-ce qu'on interdit en fait?
tout ou uniquement ce qui est défavorable et pas ce qui est favorable. Mais comment on fait la part des choses dans une loi en disant on va interdire ce qui n'est pas bon et ne pas ce qui est bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parfois une erreur il y a des grandes découvertes scientifiques qui sont le fruit de recherches qui n'étaient pas du tout dans cette direction-là. Et puis j'essaie de chercher un exemple en même temps que je vous le dis, mais notamment chez Pasteur, et il n'était pas dans cette direction-là. Puis il y a un oubli, puis il se rend compte que finalement il y a quelque chose d'incroyable. Et donc voilà, c'est à un moment donné, est-ce qu'interdire, c'est pas se donner la possibilité d'innover? Je sais pas, c'est la question que je pose aussi. Je voyais moins sur la question des développements de travaux de recherche que des usages, en fait, des nouveaux usages. Étant capable, effectivement, un nouvel usage est-il qualifiable de vertueux ou de détrimental? Alors, c'est pas le terme français qui conviendrait d'utiliser, mais est-ce que l'on peut juger du caractère nocif ou avantageux d'un usage est-il possible de corriger des dérives très tôt avant qu'ils ne se développent et ne se généralisent? C'est plutôt en termes d'utilisation. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Oui, d'accord. Mais il y a un bon exemple pour rebondir sur votre question, c'est les substitutions au plastique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font en bambou. C'est-à-dire, j'utilise plus du plastique, j'utilise du bambou. Et le bambou, d'où il vient déjà, ou sur la planète, quelles ont été les conditions de sa production, quels additifs on lui a mis, parce qu'à un moment donné, il faut aussi qu'il ait quand même quelques propriétés d'imperméabilité, etc. Et qu'est-ce qui se passe si demain, j'ai un transfert massif des polymères sur le bambou? Voilà. Donc votre question, c'est de dire, est-ce qu'on ne doit pas d'ores et déjà interdire le bambou? Et donc du coup, ça veut dire se poser la question plus des usages. Et c'est pas évident, la question n'est pas évidente. Enfin, moi, j'ai pas de réponse toute prête à cette question-là. Mais c'est vrai que c'est la base d'une vraie réflexion qu'il faudrait mener pour trouver les bonnes solutions. Toutes les réflexions, je sais bien ce que vous avez dit. Est-ce qu'il ne faut pas, quelque part, avoir une coercition beaucoup forte dans les stratégies contraindre les usages? On peut faire l'éducation, mais quelque part, il y a des lois, il y a des propositions très contraignantes, même aussi parfois dans le domaine de la civilité ou de la police. Est-ce qu'on peut réfléchir ça pour la question plastique ou la question environnementale? Ce serait quelque part au bout de décennies ou d'usage, peut-être que ça rentrerait aussi dans la tête des gens comportements inciviques par rapport à la question environnementale. Je pense qu'il y a des comportements inciviques par rapport à tout aujourd'hui. Y compris vis-à-vis des éducations. Je sais pas, c'est global, c'est vraiment. C'est encore choquant c'est une expérience il y a 2 jours sur la commune où j'habite, en allant à un rendez-vous, de passer sur une petite route et de trouver sur le bord de la route jeté toute une série d'emballages d'une grande marque de restauration rapide. En gros, c'est la même question pour le climat. Comment arriver à toucher chaque humain pour lui faire comprendre que c'est aussi par son changement de comportement qu'on trouve les solutions. Parce qu'on peut tout interdire, mais à un moment donné, c'est aussi si les humains ne changent pas. Et puis souvent, vous savez, quand on met des lois, exemple typique, c'est ce qui se passe actuellement. Je vous donne un exemple. Nous avons interdit dans le cadre de la loi AGEC les emballages plastiques pour les fruits et légumes. Alors, il y a des conditions, plus de telle quantité, etc., tel type de fruits et légumes, etc. Eh bien, c'est en train d'être interdit, c'est-à-dire que l'industrie a trouvé une faille, c'est-à-dire qu'en gros, quand nous, on a voté la loi, on avait fait des listes de fruits et de légumes qui étaient concernés. D'accord? Et après, il y a une temporalité qui a été introduite. Après, pas dans la loi. Et donc, les avocats des grandes sociétés qui fabriquent ces emballages-là ont dit les décrets qui ont été pris ne sont pas conformes à la loi, parce que la loi parlait de liste de légumes et de fruits, mais pas de temporalité. Il y a une temporalité qui a été introduite, donc qui n'a pas été votée. Donc ils sont en train de faire tomber le décret. Donc l'interdiction, là, vous voyez, elle a existé, mais il y a toujours des tentatives de contournement, d'aller lire très précisément ce qui est écrit et de trouver la faille. Et donc moi, ce que je crois vraiment, c'est qu'il faudrait que l'exercice qu'on fait là, on puisse le faire avec chaque humain sur la planète, et qu'à la sortie, il y en ait 90% qui se disent ça dépend de moi, et qui changent, et qui jettent plus, et qui achètent différemment, etc. Mais je crois que là, elle est vraiment là, mais bon, vous savez, c'est très compliqué. Dernière question. Dernière question.
Ouais, non, vous avez un petit peu répondu à la question que j'allais poser maintenant. C'est oui, la loi, mais il n'y a pas des gens qui sont censés connaître et travailler pour que ce décret justement soit infaillible et pas être attaqué par les industriels. Parce que oui, et peut-être que les gens qui ont jeté des trucs sur le bord de la route, alors oui, ils sont responsables d'une part, mais comme monsieur le disait tout à l'heure, les restaurants qui décorent avec des fleurs en plastique, maintenant ils ont bien compris et je pense qu'ils savaient très bien que ça allait polluer, etc. Mais vu que ça fait joli, c'est bien pour le Instagram, ça ramène des clients. Est-ce qu'il n'y a pas une loi, par exemple, comme vous savez à faire, sur l'utilisation du plastique, l'usage du plastique? Là, elle n'a aucun intérêt, si ce n'est esthétique, mais elle a un but marchand, elle va encore plus consommer, etc. Mais on voit très bien que la décoration avec des fleurs en plastique, elle a une externalité elle a beaucoup plus d'externalités négatives que positives. Dans ce cas-là, c'est précis. Ce serait pas fou, à mon sens, d'interdire que ces restaurants. Comme il a été interdit le chauffage avec les lampes à l'extérieur dans les restaurants. C'est pas appliqué. Bah, moi, je suis allée dans le débat encore avant-hier, il y avait des lampes chauffantes. Et après, oui, mais voilà. Je sais pas non plus que la mairie et des policiers viennent et déboulonnent tout et mettent des amendes et ferment les bars. Parce qu'on l'a vu avec les terrasses, il y a eu des amendes hyper abusives, il y a eu des contrôles hyper abusifs sur les terrasses, etc. C'était un peu quand même compliqué. Mais oui, voilà. Et même, la loi qu'elle n'est pas passée, votre anecdote sur les bouteilles en plastique, alors que c'est une réunion, je la trouve assez flagrante. C'est ce qu'à l'Assemblée nationale, tout le monde a des gourdes. Depuis, c'est interdit. Depuis, il n'y a plus. C'est-à-dire avant le rapport sur la pollution plastique, avant ce rapport-là, dès que vous alliez à une réunion à l'Assemblée nationale, il y avait ça à la place de chacune des personnes qui étaient invitées. Depuis, c'est terminé. Alors au départ, on avait dit qu'il y aurait des carafes avec des verres, mais ça n'a pas été possible, parce que ça veut dire qu'il fallait un agent pour chacune des réunions, pour qu'il aille remplir la carafe, laver les verres, etc. Donc on avait rajouté la charge de travail. Donc tout ça est tombé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que chacun vient avec... Alors moi c'est pareil, j'ai oublié ma gourde au bureau tout à l'heure, donc j'étais obligé de prendre ce truc-là, mais je vais bien se prendre soin de le mettre dans la bonne poubelle, etc. Mais donc en fait, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais après, par construction intellectuelle et par expérience de vie, je crois que ce qui marche le plus, c'est qu'on arrive à convaincre les gens pour faire adhérer. Et c'est ce qu'il faudrait. Ça serait quand même mieux que chacun consciemment se dise je le fais parce qu'il y a un intérêt pour moi, il y a un intérêt, plutôt que l'interdiction. Parce que l'interdiction, on voit bien, celui qui ne va pas l'appliquer, continue à chauffer sa terrasse alors qu'on a dit que c'était interdit, celui qui va mettre sa batterie d'avocat pour détourner la loi, ceux qui, sur la loi, sur les promotions, dans la grande distribution, la loi Egalim, on avait mis gratuit, ils ont changé le mot gratuit, ils utilisent un autre mot, et du coup ça redevient légal, etc. Donc des fois c'est la course permanente qui fait qu'il faut en rajouter à chaque fois une couche, et qu'à la fin vous vous retrouvez avec des codes de l'environnement, des codes de l'énergie, des codes du travail, qui sont des mastodontes auxquels on n'arrive plus à comprendre. Alors que, c'est ma construction intellectuelle. C'est que si j'arrivais à convaincre tout le monde et qu'elle est sensibilisée, que tout le monde agisse de manière... Vous voyez ce que je veux dire? On arriverait à s'auto-réguler. Bon voilà, après, c'est un peu utopiste ce que je dis là. Je rêve, mais... Je parle de faire des législations sur les industriels et sur les gros groupes, pas sur les comportements individuels. Je ne veux pas que les gens soient taxés parce qu'ils achètent des bouteilles en plastique, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de s'acheter les gourdes ou s'acheter d'autres trucs ou utiliser des trucs qui sont polluants, justement qu'on ne leur propose pas. En fait, que ce soit interdit de faire des détergents avec des microplastiques. Voilà, tout à fait. Mais alors ça, par contre, ça ne se joue pas uniquement au niveau national. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder vraiment. Et c'est en cours là. C'est en cours. Ça a commencé le 28. Mais ça commence aujourd'hui. On est le 28. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Montevideo, en Uruguay, c'est la première séance de travail sur ce traité international. Donc il va falloir voir, lire, regarder comment... Et je sais qu'ils ont passé leur journée déjà à regarder un certain nombre de définitions. Parce qu'il y avait plusieurs termes, notamment en anglais, sur la pollution plastique, etc. Et donc ils commencent à définir bien les choses, qu'il faut que chaque pays parle exactement du même objet. Quand ils vont avoir défini les choses, il y aura une deuxième séquence, il y en aura une à Paris, etc. Et à la fin, il y aura un texte où là, tous les États
de la planète, parce que nous, si on prend des décisions, j'étais en visiter une entreprise qui fait chaque fois que vous achetez des croissants dans une grande surface qui sont dans un emballage en polyéthylène, TRF-phthalate, etc. Donc eux, ils ont déjà pris des mesures, ils ont compris que, de toute manière, s'ils ne les prenaient pas, la réglementation allait les rattraper. Donc avant, ils avaient une gamme d'emballages où il y avait du polypropylène, du polystyrène, du polyéthylène terephthalate, etc. Ils ont tout passé en polyéthylène terephthalate, considérant que c'était le polymère le plus facilement recyclable en contact alimentaire. Donc ils ont déjà simplifié leur gamme, etc. Quand je vais les voir, ils me disent c'est l'enfer ce que nous faites vivre. Mais évidemment, ça ne concerne pas Coca-Cola, parce qu'on ne les touche pas. Et donc c'est l'humanité entière qui doit agir aussi sur ce sujet-là, mais avec des enjeux qui ne sont pas exactement les mêmes. Non, par rapport au truc, vous avez dit ce serait mieux pour les gens, je crois que le mieux n'est pas dans des enjeux. Le mieux est dans les bien, je pense que le bien c'est de. Oui, vous avez raison, oui. C'est de la coercition. Oui, tout à fait. Mais on voit bien que la coercition, il y en a toujours qui vont essayer de la contourner et de trouver des parades. C'est ça qui est gênant. Est-ce que ça peut pas être un mix assez habile entre coercition à certains moments et puis de toute façon Prise de conscience. Par exemple, ne faisons plus de la peinture acrylique. N'utilisons plus de peinture acrylique. Par exemple. Bon, la peinture n'est pas forcément le médium le plus répandu en ce moment dans la société. Oui. Mais même les peintures, toutes les peintures, tous les immeubles. Enfin voilà. Mais, alors on remercie